Livre 10 1758. La force extraordinaire qu'une effervescence passagère m'avait donnée pour quitter l'ermitage m'abandonna sitôt que j'en fus dehors. À peine fus-je établi dans ma nouvelle demeure que de vives et fréquentes attaques de mes rétentions se compliquèrent avec l'incommodité nouvelle d'une descente qui me tourmentait depuis quelque temps sans que je susse que c'en était une. Je tombais bientôt dans les plus cruels accidents. Le médecin Thierry, mon ancien ami, vint me voir et m'éclaira sur mon état. Les sondes, les bougies, les bandages, tout l'appareil des infirmités de l'âge rassemblé autour de moi me fit durement sentir qu'on n'a plus le cœur jeune impunément quand le corps a cessé de l'être. La belle saison ne me rendit point mes forces et je passai toute l'année 1758 dans un état de langueur qui me fit croire que je touchais à la fin de ma carrière. J'en voyais approcher le terme avec une sorte d'empressement. Revenu des chimères de l'amitié, détaché de tout ce qui m'avait fait aimer la vie, je n'y voyais plus rien qui pût me la rendre agréable. Je n'y voyais plus que des maux et des misères qui m'empêchaient de jouir de moi. J'aspirais au moment d'être libre et d'échapper à mes ennemis, mais reprenons le fil des événements. Il paraît que ma retraite à Montmorency déconcerta Madame d'Épinay. Vraisemblablement, elle ne s'y était pas attendue. Mon triste état, la rigueur de la saison, l'abandon général où je me trouvais, tout leur faisait croire à Grimm et à elle qu'en me poussant à la dernière extrémité, ils me réduiraient à crier merci et à m'avilir aux dernières bassesses pour être laissé dans l'asile dont l'honneur m'ordonnait de sortir. Je délogeai si brusquement qu'ils n'eurent pas le temps de prévenir le coup, et il ne leur resta plus que le choix de jouer à quitte ou double, et d'achever de me perdre ou de tâcher de me ramener. Grimm prit le premier parti, mais je crois que Madame d'Épinay eût préféré l'autre, et j'en juge par sa réponse à ma dernière lettre, où elle radoucit beaucoup le ton qu'elle avait pris dans les précédentes, et où elle semblait ouvrir la porte à un raccommodement. Le long retard de cette réponse, qu'elle me fit attendre un mois entier, indique assez l'embarras où elle se trouvait pour lui donner un tour convenable, et les délibérations dont elle la fit précéder. Elle ne pouvait s'avancer plus loin sans se commettre, mais après ses lettres précédentes et après ma brusque sortie de sa maison, l'on ne peut qu'être frappé du soin qu'elle prend dans cette lettre de n'y pas laisser glisser un seul mot désobligeant. Je vais la transcrire en entier afin qu'on en juge. À Genève, le 17 janvier 1758, liasse B, numéro 23. Je n'ai reçu votre lettre du 17 décembre, monsieur, qu'hier. On me l'a envoyée dans une caisse remplie de différentes choses, qui a été tout ce temps en chemin. Je ne répondrai qu'à l'apostille. Quant à la lettre, je ne l'entends pas bien, et si nous étions dans le cas de nous expliquer, je voudrais bien mettre tout ce qui s'est passé sur le compte d'un malentendu. Je reviens à l'apostille. Vous pouvez vous rappeler, monsieur, que nous étions convenus que les gages du jardinier de l'Ermitage passeraient par vos mains pour lui mieux faire sentir qu'il dépendait de vous et pour vous éviter des scènes aussi ridicules et indécentes qu'en avait fait son prédécesseur. La preuve en est que les premiers quartiers de ces gages vous ont été remis et que j'étais convenu avec vous peu de jours avant mon départ de vous faire rembourser vos avances. Je sais que vous en fîtes d'abord difficulté, mais ces avances, je vous avais prié de les faire, il était simple de m'acquitter, et nous en convînmes. Cahouette m'a marqué que vous n'avez point voulu recevoir cet argent. Il y a assurément du quiproquo là-dedans. Je donne ordre qu'on vous le reporte, et je ne vois pas pourquoi vous voudriez payer mon jardinier, malgré nos conventions, et au-delà même du terme que vous avez habité l'Ermitage. Je compte donc, monsieur, que vous rappelant tout ce que j'ai l'honneur de vous dire, vous ne refuserez pas d'être remboursé de l'avance que vous avez bien voulu faire pour moi. Après tout ce qui s'était passé, ne pouvant plus prendre de confiance en Madame d'Épinay, je ne voulus point renouer avec elle, je ne répondis point à cette lettre, et notre correspondance finit là. Voyant mon parti pris, elle prit le sien, et entrant alors dans toutes les vues de Grimm et de la coterie Olbachik, elle unit ses efforts aux leurs pour me couler à fond. Tandis qu'il travaillait à Paris, elle travaillait à Genève. Grimm, qui dans la suite alla l'y joindre, acheva ce qu'elle avait commencé. Tronchin, qu'ils n'eurent pas de peine à gagner, les seconda puissamment, et devint le plus furieux de mes persécuteurs, sans avoir jamais eu de moi, non plus que Grimm, le moindre sujet de plainte. Tous trois, d'accord, semèrent sourdement dans Genève le germe qu'on y vit éclore 4 ans après. Ils eurent plus de peine à Paris, où j'étais plus connu, et où les cœurs moins disposés à la haine n'en reçurent pas si aisément les impressions. Pour porter leur coup avec plus d'adresse, ils commencèrent par débiter que c'était moi qui les avais quittés. Voyez la lettre de Delair, liasse B, numéro 30.
De là, feignant d'être toujours mes amis, ils semaient adroitement leurs accusations malignes comme des plaintes de l'injustice de leur ami. Cela faisait que, moins en garde, on était plus porté à les écouter et à me blâmer. Les sourdes accusations de perfidie et d'ingratitude se débitaient avec plus de précaution et par là même avec plus d'effet. Je sus qu'ils m'imputaient des noirceurs atroces sans jamais pouvoir apprendre en quoi ils les faisaient consister. Tout ce que je puis déduire de la rumeur publique fut qu'elle se réduisit à ces 4 crimes capitaux. Premièrement, ma retraite à la campagne. Deuxièmement, mon amour pour Madame Doudetot. Troisièmement, refus d'accompagner à Genève Madame d'Épinay. Quatrièmement, sortie de l'Ermitage. S'ils y ajoutèrent d'autres griefs, ils prirent leurs mesures si justes qu'il m'a été parfaitement impossible d'apprendre jamais quel en était le sujet. C'est donc ici que je crois pouvoir fixer l'établissement d'un système adopté depuis par ceux qui disposent de moi, avec un progrès et un succès si rapides qu'ils tiendraient du prodige, pour qui ne saurait pas quelle facilité tout ce qui favorise la malignité des hommes trouve à s'établir. Il faut tâcher d'expliquer en peu de mots ce que cet obscur et profond système a de visible à mes yeux. Avec un nom déjà célèbre et connu dans toute l'Europe, j'avais conservé la simplicité de mes premiers goûts. Ma mortelle aversion pour tout ce qui s'appelait parti, faction, cabale, m'avait maintenu libre, indépendant, sans autre chaîne que les attachements de mon cœur. Seul, étranger, isolé, sans appui, sans famille, ne tenant qu'à mes principes et à mes devoirs, je suivais avec intrépidité les routes de la droiture, ne flattant, ne ménageant jamais personne aux dépens de la justice et de la vérité. De plus, retiré depuis 2 ans dans la solitude, sans correspondance de nouvelles, sans relation des affaires du monde, sans être instruit ni curieux de rien, je vivais à 4 lieues de Paris, aussi séparé de cette capitale par mon incurie que je l'aurais été par les mers dans l'île de Tignan. Grimm, Diderot, d'Holbach, au contraire, au centre du tourbillon, vivaient répandus dans le plus grand monde et s'en partageaient presque entre eux toutes les sphères. Grands, beaux esprits, gens de lettres, gens de robe, femmes, ils pouvaient de concert se faire écouter partout. On doit voir déjà l'avantage que cette position donne à 3 hommes bien uniques contre un 4e dans celle où je me trouvais. Il est vrai que Diderot et d'Holbach n'étaient pas, du moins je ne puis le croire, gens à tramer des complots bien noirs. L'un n'en avait pas la méchanceté ni l'autre l'habileté, mais c'était en cela même que la partie était mieux liée. Grimm seul formait son plan dans sa tête et n'en montrait aux 2 autres que ce qu'ils avaient besoin de voir pour concourir à l'exécution. L'ascendant qu'il avait pris sur eux rendait ce concours facile et l'effet du tout répondait à la supériorité de son talent. Ce fut avec ce talent supérieur que, sentant l'avantage qu'il pouvait tirer de nos positions respectives, il forma le projet de renverser ma réputation de fond en comble et de m'en faire une tout opposée sans se compromettre, en commençant par élever autour de moi un édifice de ténèbres qu'il me fut impossible de percer pour éclairer ses manœuvres et pour le démasquer. Cette entreprise était difficile, en ce qu'il fallait pallier l'iniquité aux yeux de ceux qui devaient y concourir. Il fallait tromper les honnêtes gens. Il fallait écarter de moi tout le monde, ne pas me laisser un seul ami, ni petit, ni grand, que dis-je. Il ne fallait pas laisser percer un seul mot de vérité jusqu'à moi. Si un seul homme généreux me fût venu dire « Vous faites le vertueux, cependant, voilà comment on vous traite, et voilà sur quoi l'on vous juge, qu'avez-vous à dire ?» La vérité triomphait, et Grimm était perdu. Il le savait. Mais il a sondé son propre cœur, et n'a estimé les hommes que ce qu'ils valent. Je suis fâché pour l'honneur de l'humanité qu'il ait calculé si juste. En marchant dans ces souterrains, ses pas, pour être sûr, devaient être lents. Il y a 12 ans qu'il suit son plan, et le plus difficile reste encore à faire, c'est d'abuser le public entier. Il y reste des yeux qui l'ont suivi de plus près qu'il ne pense. Il le craint et n'ose encore exposer sa trame au grand jour. Mais il a trouvé le peu difficile moyen d'y faire entrer la puissance, et cette puissance dispose de moi. Soutenu de cet appui, il avance avec moins de risques. Les satellites de la puissance se piquant peu de droiture pour l'ordinaire et beaucoup moins de franchise, il n'a plus guère à craindre l'indiscrétion de quelque homme de bien, car il a besoin surtout que je sois environné de ténèbres impénétrables et que son complot me soit toujours caché, sachant bien qu'avec quelque art qu'il en étourdit la trame, elle ne soutiendrait jamais mes regards. Sa grande adresse est de paraître me ménager en me diffamant et de donner encore à sa perfidie l'air de la générosité.
Je sentis les premiers effets de ce système par les sourdes accusations de la coterie olbachique, sans qu'il me fût possible de savoir ni de conjecturer même en quoi consistaient ces accusations. Delair me disait dans ses lettres qu'on m'imputait des noirceurs. Diderot me disait plus mystérieusement la même chose, et quand j'entrais en explication avec l'un et l'autre, tout se réduisait au chef d'accusation ci-devant noté. Je sentais un refroidissement graduel dans les lettres de Madame Doudetot. Je ne pouvais attribuer ce refroidissement à Saint-Lambert, qui continuait à m'écrire avec la même amitié, et qui me vint même voir après son retour. Je ne pouvais non plus m'en imputer la faute, puisque nous nous étions séparés très contents l'un de l'autre, et qu'il ne s'était rien passé de ma part depuis ce temps-là que mon départ de l'Ermitage, dont elle avait elle-même senti la nécessité. Ne sachant donc à quoi m'en prendre de ce refroidissement dont elle ne convenait pas, mais sur lequel mon cœur ne prenait pas le change, j'étais inquiet de tout. Je savais qu'elle ménageait extrêmement sa belle-sœur et Grimm à cause de leur liaison avec Saint-Lambert. Je craignais leurs œuvres. Cette agitation rouvrit mes plaies et rendit ma correspondance orageuse au point de l'en dégoûter tout à fait. J'entrevoyais 1000 choses cruelles sans rien voir distinctement. J'étais dans la position la plus insupportable pour un homme dont l'imagination s'allume aisément. Si j'eusse été tout à fait isolé, si je n'avais rien su du tout, je serais devenu plus tranquille, mais mon cœur tenait encore à des attachements par lesquels mes ennemis avaient sur moi 1000 prises, et les faibles rayons qui perçaient dans mon asile ne servaient qu'à me laisser voir la noirceur des mystères qu'on me cachait. J'aurais succombé, je n'en doute point, à ce tourment trop cruel, trop insupportable à mon naturel ouvert et franc, qui, par l'impossibilité de cacher mes sentiments, me fait tout craindre de ceux qu'on me cache, si, très heureusement, il ne se fût présenté des objets assez intéressants à mon cœur pour faire une diversion salutaire à ceux qui m'occupaient malgré moi. Dans la dernière visite que Diderot m'avait faite à l'Ermitage, il m'avait parlé de l'article Genève que d'Alembert avait mis dans l'encyclopédie. Il m'avait appris que cet article, concerté avec des jeunes voix du haut étage, avait pour but l'établissement de la comédie à Genève, qu'en conséquence les mesures étaient prises et que cet établissement ne tarderait pas d'avoir lieu. Comme Diderot paraissait trouver tout cela fort bien, qu'il ne doutait pas du succès et que j'avais avec lui trop d'autres débats pour disputer encore sur cet article, je ne lui dis rien, mais indigné de tout ce manège de séduction dans ma patrie, j'attendais avec impatience le volume de l'encyclopédie où était cet article pour voir s'il n'y aurait pas moyen d'y faire quelques réponses qui pût parer ce malheureux coup. Je reçus le volume peu après mon établissement à Montlouis, et je trouvai l'article fait avec beaucoup d'adresse et d'art, et digne de la plume dont il était parti. Cela ne me détourna pourtant pas de vouloir y répondre, et malgré l'abattement où j'étais, malgré mes chagrins et mes maux, la rigueur de la saison et l'incommodité de ma nouvelle demeure, dans laquelle je n'avais pas encore eu le temps de m'arranger, je me mis à l'ouvrage avec un zèle qui surmonta tout. Pendant un hiver assez rude, au mois de février, et dans l'état que j'ai décrit ci-devant, j'allais tous les jours passer 2 heures le matin et autant l'après-dîner dans un donjon tout ouvert que j'avais au bout du jardin où était mon habitation. Ce donjon, qui terminait une allée en terrasse, donnait sur la vallée et l'étang de Montmorency et m'offrait pour terme de point de vue le simple mais respectable château de Saint-Gratien, retraite du vertueux Catinat. Ce fut dans ce lieu, pour l'or glacé, que, sans abri contre le vent et la neige, et sans autre feu que celui de mon cœur, je composais, dans l'espace de 3 semaines, ma lettre à d'Alembert sur les spectacles. C'est ici, car la Julie n'était pas à moitié faite, le premier de mes écrits où j'ai trouvé des charmes dans le travail. Jusqu'alors, l'indignation de la vertu m'avait tenu lieu d'Apollon. La tendresse et la douceur d'âme m'en tinrent lieu cette fois. Les injustices dont je n'avais été que spectateur m'avaient irrité, celles dont j'étais devenu l'objet m'attristèrent. Et cette tristesse sans fiel n'était que celle d'un cœur trop aimant, trop tendre, qui, trompé par ceux qu'il avait cru de sa trempe, était forcé de se retirer au-dedans de lui. Plein de tout ce qui venait de m'arriver, encore ému de tant de violents mouvements, le mien mêlait le sentiment de ces peines aux idées que la méditation de mon sujet m'avait fait naître. Mon travail se sentit de ce mélange. Sans m'en apercevoir, j'y décrivis ma situation actuelle. J'y peignis Grimm, Madame d'Épinay, Madame Doudetot, Saint-Lambert, moi-même. En l'écrivant, que je versais de délicieuses larmes. Hélas, on y sent trop que l'amour, cet amour fatal dont je m'efforçais de guérir, n'était pas encore sorti de mon cœur.
À tout cela se mêlait un certain attendrissement sur moi-même, qui me sentait mourant et qui croyait faire au public mes derniers adieux. Loin de craindre la mort, je la voyais approcher avec joie, mais j'avais regret de quitter mes semblables sans qu'ils sentissent tout ce que je valais, sans qu'ils sussent combien j'aurais mérité d'être aimé d'eux s'ils m'avaient connu davantage. Voilà les secrètes causes du ton singulier qui règne dans cet ouvrage et qui tranche si prodigieusement avec celui du précédent. Je retouchais et mettais au net cette lettre, et je me disposais à la faire imprimer, quand après un long silence, j'en reçus une de madame Doudetot, qui me plongea dans une affliction nouvelle, la plus sensible que j'eusse encore éprouvée. Elle m'apprenait dans cette lettre, lias B numéro 34, que ma passion pour elle était connue de tout Paris, que j'en avais parlé à des gens qui l'avaient rendue publique, que ces bruits, parvenus à son amant, avaient failli lui coûter la vie, qu'enfin ils lui rendaient justice et que leur paix était faite, mais qu'elle lui devait, ainsi qu'à elle-même et aux soins de sa réputation, de rompre avec moi tout commerce, m'assurant au reste qu'ils ne cesseraient jamais l'un et l'autre de s'intéresser à moi, qu'ils me défendraient dans le public et qu'elle enverrait de temps en temps savoir de mes nouvelles. « Et toi aussi, Diderot, m'écriai-je, indigne ami !» Je ne pus cependant me résoudre à le juger encore. Ma faiblesse était connue d'autres gens qui pouvaient l'avoir fait parler. Je voulus douter, mais bientôt je ne le pus plus. Saint-Lambert fit peu après un acte digne de sa générosité. Il jugeait, connaissant assez mon âme, en quel état je devais être, trahi d'une partie de mes amis et délaissé des autres. Il vint me voir. La première fois, il avait peu de temps à me donner. Il revint. Malheureusement, ne l'attendant pas, je ne me trouvais pas chez moi. Thérèse, qui s'y trouva, eut avec lui un entretien de plus de 2 heures, dans lequel ils se dirent mutuellement beaucoup de faits dont il m'importait que lui et moi fussions informés. La surprise avec laquelle j'appris par lui que personne ne doutait dans le monde que je n'eusse vécu avec madame d'Épinay, comme Grimm y vivait maintenant, ne peut être égalée que par celle qu'il eut lui-même en apprenant combien ce bruit était faux. Saint-Lambert, au grand déplaisir de la dame, était dans le même cas que moi, et tous les éclaircissements qui résultèrent de cet entretien achevèrent d'éteindre en moi tout regret d'avoir rompu sans retour avec elle. Par rapport à madame Doudetot, il détailla à Thérèse plusieurs circonstances qui n'étaient connues ni d'elle, ni même de madame Doudetot, que je savais seul, que je n'avais dites qu'au seul Diderot sous le sceau de l'amitié, et c'était précisément Saint-Lambert qu'il avait choisi pour lui en faire la confidence. Ce dernier trait me décida, et résolu de rompre avec Diderot pour jamais. Je ne délibérais plus que sur la manière, car je m'étais aperçu que les ruptures secrètes tournaient à mon préjudice, en ce qu'elles laissaient le masque de l'amitié à mes plus cruels ennemis. Les règles de bienséance établies dans le monde sur cet article semblaient dictées par l'esprit de mensonge et de trahison. Paraître encore l'ami d'un homme dont on a cessé de l'être, c'est se réserver des moyens de lui nuire en surprenant les honnêtes gens. Je me rappelais que, quand l'illustre Montesquieu rompit avec le père de Tournemine, il se hâta de le déclarer hautement, en disant à tout le monde « N'écoutez ni le père de Tournemine, ni moi parlant l'un de l'autre, car nous avons cessé d'être amis. » Cette conduite fut très applaudie, et tout le monde en loua la franchise et la générosité. Je résolus de suivre avec Diderot le même exemple. Mais comment, de ma retraite, publier cette rupture authentiquement et pourtant sans scandale ? Je m'avisai d'insérer, par forme de note dans mon ouvrage, un passage du livre de l'Ecclésiastique qui déclarait cette rupture et même le sujet assez clairement pour quiconque était au fait et ne signifiait rien pour le reste du monde, m'attachant au surplus à ne désigner dans l'ouvrage l'ami auquel je renonçais qu'avec l'honneur qu'on doit toujours rendre à l'amitié même éteinte. On peut voir tout cela dans l'ouvrage même. Il n'y a cœur et malheur dans ce monde, et il semble que tout acte de courage soit un crime dans l'adversité. Le même trait qu'on avait admiré dans Montesquieu ne m'attira que blâme et reproche. Sitôt que mon ouvrage fut imprimé et que j'en eus des exemplaires, j'en envoyai un à Saint-Lambert qui, la veille même, m'avait écrit, au nom de madame Doudetot et au sien, un billet plein de la plus tendre amitié, lias B numéro 37. Voici la lettre qu'il m'écrivit en me renvoyant mon exemplaire. Aubonne, le 10 octobre 1758, lias B, numéro 38. En vérité, monsieur, je ne puis accepter le présent que vous venez de me faire. À l'endroit de votre préface ou à l'occasion de Diderot, vous citez un passage de l'Ecclésiaste. Il se trompe, c'est de l'Ecclésiastique. Le livre m'est tombé des mains.
Après les conversations de cet été, vous m'avez paru convaincu que Diderot était innocent des prétendues indiscrétions que vous lui imputiez. Il peut avoir des torts avec vous. Je l'ignore, mais je sais bien qu'il ne vous donne pas le droit de lui faire une insulte publique. Vous n'ignorez pas les persécutions qui les suivent, et vous allez mêler la voix d'un ancien ami aux cris de l'envie. Je ne puis vous dissimuler, monsieur, combien cette atrocité me révolte. Je ne vis point avec Diderot, mais je l'honore, et je sens vivement le chagrin que vous donnez à un homme à qui, du moins vis-à-vis de moi, vous n'avez jamais reproché qu'un peu de faiblesse. Monsieur, nous différons trop de principes pour nous convenir jamais. Oubliez mon existence. Cela ne doit pas être difficile. Je n'ai jamais fait aux hommes ni le bien ni le mal dont on se souvient longtemps. Je vous promets, moi, monsieur, d'oublier votre personne et de ne me souvenir que de vos talents. Je ne me sentis pas moins déchiré qu'indigné de cette lettre, et dans l'excès de ma misère, retrouvant enfin ma fierté, je lui répondis par le billet suivant. À Montmorency, le 11 octobre 1758. Monsieur, en lisant votre lettre, je vous ai fait l'honneur d'en être surpris, et j'ai eu la bêtise d'en être ému, mais je l'ai trouvé indigne de réponse. Je ne veux point continuer les copies de Madame Doudetot. S'il ne lui convient pas de garder ce qu'elle a, elle peut me le renvoyer. Je lui rendrai son argent. Si elle le garde, il faut toujours qu'elle envoie chercher le reste de son papier et de son argent. Je la prie de me rendre en même temps le prospectus dont elle est dépositaire. Adieu, monsieur. Le courage dans l'infortune irrite les cœurs lâches, mais il plaît aux cœurs généreux. Il paraît que ce billet fit rentrer Saint-Lambert en lui-même, et qu'il eut regret à ce qu'il avait fait. Mais trop fier à son tour pour en revenir ouvertement, il saisit, il prépara peut-être le moyen d'amortir le coup qu'il m'avait porté. 15 jours après, je reçus de M. d'Épinay la lettre suivante. Ce jeudi 26, lias B numéro 10, j'ai reçu, monsieur, le livre que vous avez eu la bonté de m'envoyer. Je le lis avec le plus grand plaisir. C'est le sentiment que j'ai toujours éprouvé à la lecture de tous les ouvrages qui sont sortis de votre plume. Recevez-en tous mes remerciements. J'aurais été vous les faire moi-même, si mes affaires m'eussent permis de demeurer quelque temps dans votre voisinage, mais j'ai bien peu habité la Chevrette cette année. Monsieur et madame Dupin viennent m'y demander à dîner dimanche prochain. Je compte que messieurs de Saint-Lambert, de Franqueuil et madame Doudetot seront de la partie. Vous me feriez un vrai plaisir, monsieur, si vous vouliez être des nôtres. Toutes les personnes que j'aurai chez moi vous désirent et seront charmées de partager avec moi le plaisir de passer avec vous une partie de la journée. J'ai l'honneur d'être avec la plus parfaite considération, etc. Cette lettre me donna d'horribles battements de cœur. Après avoir fait, depuis 1 an, la nouvelle de Paris, l'idée de m'aller donner en spectacle vis-à-vis de madame Doudetot me faisait trembler, et j'avais peine à trouver assez de courage pour soutenir cette épreuve. Cependant, puisqu'elle et Saint-Lambert le voulaient bien, puisque d'Épinay parlait au nom de tous les conviés, et qu'il n'en nommait aucun que je ne fusse bien aise de voir, je ne crus point, après tout, me compromettre en acceptant un dîner où j'étais en quelque sorte invité par tout le monde. Je promis donc. Le dimanche, il fit mauvais. Monsieur d'Épinay m'envoya son carrosse, et j'allais. Mon arrivée fit sensation. Je n'ai jamais reçu d'accueil plus caressant. On eût dit que toute la compagnie sentait combien j'avais besoin d'être rassuré. Il n'y a que les cœurs français qui connaissent ces sortes de délicatesses. Cependant, je trouvais plus de monde que je ne m'y étais attendu. Entre autres, le comte Doudetot, que je ne connaissais point du tout, et sa sœur, madame de Blainville, dont je me serais bien passé. Elle était venue plusieurs fois l'année précédente à Aubonne, et sa belle-sœur, dans nos promenades solitaires, l'avait souvent laissé s'ennuyer à garder le mulet. Elle avait nourri contre moi un ressentiment qu'elle satisfit durant ce dîner tout à son aise. Car on sent que la présence du comte Doudetot et de Saint-Lambert ne mettait pas les rieurs de mon côté, et qu'un homme embarrassé dans les entretiens les plus faciles n'était pas fort brillant dans celui-là. Je n'ai jamais tant souffert, ni fait plus mauvaise contenance, ni reçu d'atteinte plus imprévue. Enfin, quand on fut sorti de table, je m'éloignai de cette mégère. J'eus le plaisir de voir Saint-Lambert et madame Doudetot s'approcher de moi, et nous causâmes ensemble une partie de l'après-midi, de choses indifférentes à la vérité, mais avec la même familiarité qu'avant mon égarement. Ce procédé ne fut pas perdu dans mon cœur, et si Saint-Lambert y eût pu lire, il en eût sûrement été content. Je puis jurer que, quoiqu'en arrivant la vue de madame Doudetot m'eût donné des palpitations jusqu'à la défaillance, en me retournant, je ne pensais presque pas à elle, je ne fus occupé que de Saint-Lambert.
Malgré les malins sarcasmes de madame de Blainville, ce dîner me fit grand bien, et je me félicitai fort de ne m'y être pas refusé. J'y reconnus non seulement que les intrigues de Grimm et des Holbachiens n'avaient point détaché de moi mes anciennes connaissances, mais ce qui me flatta davantage encore, c'est que les sentiments de madame d'Houdetot et de Saint-Lambert étaient moins changés que je n'avais cru, et je compris enfin qu'il y avait plus de jalousie que de mésestime dans l'éloignement où ils la tenaient de moi. Cela me consola et me tranquillisa. Sûr de n'être pas un objet de mépris pour ceux qui l'étaient de mon estime, j'en travaillais sur mon propre cœur avec plus de courage et de succès. Si je ne vins pas à bout d'y éteindre entièrement une passion coupable et malheureuse, j'en réglais du moins si bien les restes qu'ils ne m'ont pas fait faire une seule faute depuis ce temps-là. Les copies de madame d'Houdetot qu'elle m'engagea de reprendre, mes ouvrages que je continuais de lui envoyer quand ils paraissaient, m'attirèrent encore de sa part de temps à autre quelques messages et billets indifférents mais obligeants. Elle fit même plus, comme on verra dans la suite, et la conduite réciproque de tous les trois, quand notre commerce eut cessé, peut servir d'exemple de la manière dont les honnêtes gens se séparent quand il ne leur convient plus de se voir. Un autre avantage que me procura ce dîner fut qu'on en parla dans Paris, et qu'il servit de réfutation sans réplique au bruit que répandaient partout mes ennemis, que j'étais brouillé mortellement avec tous ceux qui s'y trouvèrent, et surtout avec M. d'Épinay. En quittant l'Ermitage, je lui avais écrit une lettre de remerciement très honnête, à laquelle il répondit non moins honnêtement, et les attentions mutuelles ne cessèrent point tant avec lui qu'avec M. de Lalive, son frère, qui même vint me voir à Montmorency, et m'envoya ses gravures. Or, les deux belles sœurs de madame d'Houdetot, je n'ai jamais été mal avec personne de sa famille. Ma lettre à d'Alembert eut un grand succès. Tous mes ouvrages en avaient eu, mais celui-ci me fut plus favorable. Il apprit au public à se défier des insinuations de la coterie holbachique. Quand j'allais à l'Ermitage, elle prédit avec sa suffisance ordinaire que je n'y tiendrais pas 3 mois. Quand elle vit que j'en avais tenu 20 et que, forcé d'en sortir, je fixais encore ma demeure à la campagne, elle soutint que c'était obstination pure, que je m'ennuyais à la mort dans ma retraite, mais que, rongé d'orgueil, j'aimais mieux y périr victime de mon opiniâtreté que de m'en dédire et revenir à Paris. La lettre à d'Alembert respirait une douceur d'âme qu'on sentait n'être point jouée. Si j'eusse été rongé d'humeur dans ma retraite, mon ton s'en serait senti. Il en régnait dans tous les écrits que j'avais faits à Paris. Il n'en régnait plus dans le premier que j'avais fait à la campagne. Pour ceux qui savent observer, cette remarque était décisive. On vit que j'étais rentré dans mon élément. Cependant, ce même ouvrage, tout plein de douceur qu'il était, me fit encore par ma balourdise et par mon malheur ordinaire, un nouvel ennemi parmi les gens de lettres. J'avais fait connaissance avec Marmontel chez monsieur de la Poplinière, et cette connaissance s'était entretenue chez le baron. Marmontel faisait alors le Mercure de France. Comme j'avais la fierté de ne point envoyer mes ouvrages aux auteurs périodiques, et que je voulais cependant lui envoyer celui-ci, sans qu'il crût que c'était à ce titre, ni pour qu'il en parlât dans le Mercure, j'écrivis sur son exemplaire que ce n'était point pour l'auteur du Mercure, mais pour monsieur Marmontel. Je crus lui faire un très beau compliment. Il crut y voir une cruelle offense, et devint mon plus irréconciliable ennemi. Il écrivit contre cette même lettre avec politesse, mais avec un fiel qui se sent aisément, et depuis lors, il n'a manqué aucune occasion de me nuire dans la société et de me maltraiter indirectement dans ses ouvrages, tant le très irritable amour-propre des gens de lettres est difficile à ménager, et tant on doit avoir soin de ne rien laisser dans les compliments qu'on leur fait, qui puissent même avoir la moindre apparence d'équivoque. Devenu tranquille de tous les côtés, je profitais du loisir et de l'indépendance où je me trouvais pour reprendre mes travaux avec plus de suite. J'achevai cet hiver La Julie, et je l'envoyai à Ray qui la fit imprimer l'année suivante. Ce travail fut cependant encore interrompu par une petite diversion et même assez désagréable. J'appris qu'on préparait à l'opéra une nouvelle reprise du Devin du village. Outré de voir ces gens-là disposer arrogamment de mon bien, je repris le mémoire que j'avais envoyé à M. d'Argenson et qui était demeuré sans réponse, et, l'ayant retouché, je le fis remettre par M. Sellon, résident de Genève, avec une lettre dont il voulut bien se charger, à M. le comte de Saint-Florentin, qui avait remplacé M. d'Argenson dans le département de l'Opéra. M. de Saint-Florentin promit une réponse et n'en fit aucune. Duclos, à qui j'écrivis ce que j'avais fait, en parla au petit violon, qui offrirent de me rendre non mon opéra, mais mes entrées, dont je ne pouvais plus profiter.
Voyant que je n'avais d'aucun côté aucune justice à espérer, j'abandonnai cette affaire, et la direction de l'opéra, sans répondre à mes raisons ni les écouter, a continué de disposer comme de son propre bien et de faire son profit du devin du village, qui très incontestablement n'appartient qu'à moi seul. Depuis que j'avais secoué le joug de mes tyrans, je menais une vie assez égale et paisible. Privé du charme des attachements trop vifs, j'étais libre aussi du poids de leurs chaînes. Dégoûté des amis protecteurs qui voulaient absolument disposer de ma destinée et m'asservir à leurs prétendus bienfaits malgré moi, j'étais résolu de m'en tenir désormais aux liaisons de simple bienveillance, qui, sans gêner la liberté, font l'agrément de la vie et dont une mise d'égalité fait le fondement. J'en avais de cette espèce autant qu'il m'en fallait pour goûter les douceurs de la société sans en souffrir la dépendance, et sitôt que j'eus essayé de ce genre de vie, je sentis que c'était celui qui convenait à mon âge pour finir mes jours dans le calme, loin de l'orage, des brouilleries et des tracasseries où je venais d'être à demi submergé. Durant mon séjour à l'Ermitage et depuis mon établissement à Montmorency, j'avais fait à mon voisinage quelques connaissances qui m'étaient agréables et qui ne m'assujettissaient à rien. À leur tête était le jeune Loiseau de Mauléon qui, débutant alors au barreau, ignorait quelle y serait sa place. Je n'eus pas comme lui ce doute. Je lui marquai bientôt la carrière illustre qu'on le voit fournir aujourd'hui. Je lui prédis que s'il se rendait sévère sur le choix des causes et qu'il ne fût jamais que le défenseur de la justice et de la vertu, son génie, élevé par ce sentiment sublime, égalerait celui des plus grands orateurs. Il a suivi mon conseil et il en a senti l'effet. Sa défense de M. de Portes est digne de Démosthène. Il venait tous les ans à un quart de lieue de l'Ermitage, passer les vacances à Saint-Brice, dans le fief de Mauléon, appartenant à sa mère, et où jadis avait logé le grand Bossuet. Voilà un fief dont une succession de pareils maîtres rendrait la noblesse difficile à soutenir. J'avais au même village de Saint-Brice le libraire Guérin, homme d'esprit, lettré, aimable, et de la haute volée dans son état. Il me fit faire aussi connaissance avec Jean Néolme, libraire d'Amsterdam, son correspondant et son ami, qui dans la suite imprima l'Émile. J'avais plus près encore que Saint-Brice, Monsieur Maltor, curé de Groslay, plus fait pour être homme d'État et ministre que curé de village, et à qui l'on eût donné tout au moins un diocèse à gouverner si les talents décidaient des places. Il avait été secrétaire du comte de Luc et avait connu très particulièrement Jean-Baptiste Rousseau. Aussi, plein d'estime pour la mémoire de cet illustre banni que d'horreur pour celle du fourbe Saurin qu'il avait perdu, il savait sur l'un et sur l'autre beaucoup d'anecdotes curieuses que Séguy n'avait pas mises dans la vie encore manuscrite du premier. Et il m'assurait que le comte de Luc, loin d'avoir jamais eu à s'en plaindre, avait conservé jusqu'à la fin de sa vie la plus ardente amitié pour lui. Monsieur Maltor, à qui Monsieur de Vintimille avait donné cette retraite assez bonne après la mort de son parent, avait été employé jadis dans beaucoup d'affaires, dont il avait quoique vieux la mémoire encore présente, et dont il raisonnait très bien. Sa conversation, non moins instructive qu'amusante, ne sentait point son curé de village. Il joignait le ton d'un homme du monde aux connaissances d'un homme de cabinet. Il était, de tous mes voisins permanents, celui dont la société m'était le plus agréable et que j'ai eu le plus de regret de quitter. J'avais à Montmorency les oratoriens, et entre autres le père Berthier, professeur de physique, auquel, malgré quelques légers vernis de pédanterie, je m'étais attaché par un certain air de bonhomie que je lui trouvais. J'avais cependant peine à concilier cette grande simplicité avec le désir et l'art qu'il avait de se fourrer partout, chez les grands, chez les femmes, chez les dévots, chez les philosophes. Il savait se faire tout à tous. Je me plaisais fort avec lui. J'en parlais à tout le monde. Apparemment, ce que j'en disais lui revint. Il me remerciait un jour en ricanant de l'avoir trouvé bonhomme. Je trouvais dans son souris je ne sais quoi de sardonique qui changea totalement sa physionomie à mes yeux et qui m'est souvent revenu depuis lors dans la mémoire. Je ne peux pas mieux comparer ce souris qu'à celui de Panurge achetant les moutons de Dindonneau. Notre connaissance avait commencé peu de temps après mon arrivée à l'Ermitage, où il me venait voir très souvent. J'étais déjà établi à Montmorency quand il en partit pour retourner demeurer à Paris. Il y voyait souvent Madame Levasseur. Un jour, que je ne pensais à rien moins, il m'écrivit de la part de cette femme pour m'informer que M. Grimm offrait de se charger de son entretien et pour me demander la permission d'accepter cette offre.
J'appris qu'elle consistait en une pension de 300 livres et que madame Levasseur devait venir demeurer à Deuil, entre la Chevrette et Montmorency. Je ne dirai pas l'impression que fit sur moi cette nouvelle, qui aurait été moins surprenante si Grimm avait eu 10 000 livres de rente ou quelques relations plus faciles à comprendre avec cette femme, et qu'on ne m'eût pas fait un si grand crime de l'avoir amenée à la campagne, où cependant il lui plaisait maintenant de la ramener, comme si elle était rajeunie depuis ce temps-là. Je compris que la bonne vieille ne me demandait cette permission, dont elle aurait bien pu se passer si je l'avais refusée, qu'afin de ne pas s'exposer à perdre ce que je lui donnais de mon côté. Quoique cette charité me parût très extraordinaire, elle ne me frappa pas alors autant qu'elle a fait dans la suite. Mais quand j'aurais su tout ce que j'ai pénétré depuis, je n'en aurais pas moins donné mon consentement comme je fis et comme j'étais obligé de faire, à moins de renchérir sur l'offre de M. Grimm. Depuis lors, le père Berthier me guérit un peu de l'imputation de bonhomie qui lui avait paru si plaisante et dont je l'avais si étourdiment chargé. Ce même père Berthier avait la connaissance de 2 hommes qui recherchèrent aussi la mienne, je ne sais pourquoi, car il y avait assurément peu de rapport entre leurs goûts et les miens. C'étaient des enfants de Melchisédek, dont on ne connaissait ni le pays, ni la famille, ni probablement le vrai nom. Ils étaient jansénistes et passaient pour des prêtres déguisés, peut-être à cause de leur façon ridicule de porter les rapières auxquelles ils étaient attachés. Le mystère prodigieux qu'ils mettaient à toutes leurs allures leur donnait un air de chef de parti, et je n'ai jamais douté qu'ils ne fissent la gazette ecclésiastique. L'un, grand, bénin, patelin, s'appelait Monsieur Ferraud. L'autre, petit, trapu, ricaneur, pointilleux, s'appelait Monsieur Minard. Ils se traitaient de cousins. Ils logeaient à Paris avec d'Alembert chez sa nourrice appelée Madame Rousseau, et ils avaient pris à Montmorency un petit appartement pour y passer les étés. Ils faisaient leur ménage eux-mêmes, sans domestique et sans commissionnaire. Ils avaient alternativement chacun sa semaine pour aller aux provisions, faire la cuisine et balayer la maison. D'ailleurs, ils se tenaient assez bien. Nous mangions quelquefois les uns chez les autres. Je ne sais pas pourquoi ils se souciaient de moi. Pour moi, je ne me souciais d'eux que parce qu'ils jouaient aux échecs. Et pour obtenir une pauvre petite partie, j'endurais 4 heures d'ennui. Comme ils se fourraient partout et voulaient se mêler de tout, Thérèse les appelait les commères, et ce nom leur est demeuré à Montmorency. Tels étaient avec mon hôte Monsieur Matas, qui était un bonhomme, mes principales connaissances de campagne. Il m'en restait assez à Paris pour y vivre quand je voudrais, avec agrément, hors de la sphère des gens de lettres, où je ne comptais que le seul Duclos pour ami, car Deller était encore trop jeune, et quoique, après avoir vu de près les manœuvres de la clique philosophique à mon égard, il s'en fût tout à fait détaché, ou du moins je le crus ainsi, je ne pouvais encore oublier la facilité qu'il avait eue à se faire auprès de moi le porte-voix de tous ces gens-là. J'avais d'abord mon ancien et respectable ami, Monsieur Roguin. C'était un ami du bon temps, que je ne devais point à mes écrits, mais à moi-même, et que pour cette raison j'ai toujours conservé. J'avais le bon Leniepce, mon compatriote, et sa fille alors vivante, Madame Lambert. J'avais un jeune Genevois appelé Coindet, bon garçon ce me semblait, soigneux, officieux, zélé, mais ignorant, confiant, gourmand, avantageux, qui m'était venu voir dès le commencement de ma demeure à l'Ermitage et sans autre introducteur que lui-même. S'était bientôt établi chez moi malgré moi. Il avait quelque goût pour le dessin et connaissait les artistes. Il me fut utile pour les estampes de la Julie. Il se chargea de la direction des dessins et des planches et s'acquitta bien de cette commission. J'avais la maison de Monsieur Dupin qui, moins brillante que durant les beaux jours de Madame Dupin, ne laissait pas d'être encore, par le mérite des maîtres et par le choix du monde qui s'y rassemblait, une des meilleures maisons de Paris. Comme je ne leur avais préféré personne, que je ne les avais quittés que pour vivre libre, ils n'avaient point cessé de me voir avec amitié, et j'étais sûr d'être en tout temps bien reçu de Madame Dupin. Je la pouvais même compter pour une de mes voisines de campagne depuis qu'il s'était fait un établissement à Clichy où j'allais quelquefois passer un jour ou deux et où j'aurais été davantage si Madame Dupin et Madame de Chenonceau avaient vécu de meilleure intelligence. Mais la difficulté de se partager dans la même maison entre 2 femmes qui ne sympathisaient pas me rendit Clichy trop gênant. Attaché à Madame de Chenonceau d'une amitié plus égale et plus familière, j'avais le plaisir de la voir plus à mon aise à Deuil, presque à ma porte, où elle avait loué une petite maison, et même chez moi, où elle me venait voir assez souvent. J'avais Madame de Créqui, qui s'étant jetée dans la haute dévotion, avait cessé de voir les d'Alembert, les Marmontel et la plupart des gens de lettres, excepté, je crois, l'abbé Trublet,
manière alors de demi-cafard dont elle était elle-même assez ennuyée. Pour moi, qu'elle avait recherché, je ne perdis pas sa bienveillance ni sa correspondance. Elle m'envoya des poulardes du Mans aux étrennes, et sa partie était faite pour venir me voir l'année suivante, quand un voyage de Madame de Luxembourg croisa le sien. Je lui dois ici une place à part. Elle en aura toujours une distinguée dans mes souvenirs. J'avais un homme qu'excepté Roguin, j'aurais dû mettre le premier en compte. Mon ancien confrère et ami, de Cario, ci-devant secrétaire titulaire de l'ambassade d'Espagne à Venise, puis en Suède où il fut par sa cour chargé des affaires et enfin nommé réellement secrétaire d'ambassade à Paris. Il me vint surprendre à Montmorency lorsque je m'y attendais le moins. Il était décoré d'un ordre d'Espagne dont j'ai oublié le nom, avec une belle croix en pierrerie. Il avait été obligé dans ses preuves d'ajouter une lettre à son nom de Cario et portait celui du chevalier de Carion. Je le trouvais toujours le même excellent cœur, l'esprit de jour en jour plus aimable. J'aurais repris avec lui la même intimité qu'auparavant si Coindet, s'interposant entre nous à son ordinaire, n'eût profité de mon éloignement pour s'insinuer à ma place et en mon nom dans sa confiance et me supplanter à force de zèle à me servir. La mémoire de Carion me rappelle celle d'un de mes voisins de campagne, dont j'aurais d'autant plus de tort de ne pas parler que j'en ai à confesser un bien inexcusable envers lui. C'était l'honnête Monsieur Leblond, qui m'avait rendu service à Venise et qui, étant venu faire un voyage en France avec sa famille, avait loué une maison de campagne à la Briche non loin de Montmorency. Sitôt que j'appris qu'il était mon voisin, j'en fus dans la joie de mon cœur et me fis encore plus une fête qu'un devoir d'aller lui rendre visite. Je partis pour cela dès le lendemain. Je fus rencontré par des gens qui me venaient voir moi-même et avec lesquels il fallut retourner. 2 jours après, je pars encore. Il avait dîné à Paris avec toute sa famille. Une 3e fois, il était chez lui. J'entendis des voix de femmes. Je vis à la porte un carrosse qui me fit peur. Je voulais du moins pour la première fois le voir à mon aise et causer avec lui de nos anciennes liaisons. Enfin, je remis si bien ma visite de jour à autre que la honte de remplir si tard un pareil devoir fit que je ne le remplis point du tout. Après avoir osé tant attendre, je n'osais plus me montrer. Cette négligence dont M. Leblond ne put qu'être justement indigné donna vis-à-vis de lui l'air de l'ingratitude à ma paresse, et cependant je sentais mon cœur si peu coupable que si j'avais pu faire à M. Leblond quelque vrai plaisir, même à son insu, je suis bien sûr qu'il ne m'eût pas trouvé paresseux. Mais l'indolence, la négligence et les délais dans les petits devoirs à remplir m'ont fait plus de tort que de grands vices. Mes pires fautes ont été d'omission. J'ai rarement fait ce qu'il ne fallait pas faire et, malheureusement, j'ai plus rarement encore fait ce qu'il fallait. Puisque me voilà revenu à mes connaissances de Venise, je n'en dois pas oublier une qui s'y rapporte et que je n'avais interrompue ainsi que les autres que depuis beaucoup moins de temps. C'est celle de Monsieur de Jonville, qui avait continué depuis son retour de Gênes à me faire beaucoup d'amitié. Il aimait fort à me voir et à causer avec moi des affaires d'Italie et des folies de Monsieur de Montaigu, dont il savait, de son côté, bien des traits par les bureaux des affaires étrangères, dans lesquels il avait beaucoup de liaisons. J'eus le plaisir aussi de revoir chez lui mon ancien camarade Dupont, qui avait acheté une charge dans sa province et dont les affaires le ramenaient quelquefois à Paris. Monsieur de Jonville devint peu à peu si empressé de m'avoir qu'il en était même gênant, et quoique nous logeassions dans des quartiers fort éloignés, il y avait du bruit entre nous quand je passais une semaine entière sans aller dîner chez lui. Quand il allait à Jonville, il m'y voulait toujours emmener, mais y étant une fois allé passer 8 jours qui me parurent fort longs, je n'y voulus plus retourner. Monsieur de Jonville était assurément un honnête et galant homme, aimable même à certains égards, mais il avait peu d'esprit. Il était beau, tant soit peu narcisse et passablement ennuyeux. Il avait un recueil singulier et peut-être unique au monde dont il s'occupait beaucoup et dont il occupait aussi ses hôtes qui quelquefois s'en amusaient moins que lui. C'était une collection très complète de tous les vaudevilles de la cour et de Paris depuis plus de 50 ans, où l'on trouvait beaucoup d'anecdotes qu'on aurait inutilement cherchées ailleurs. Voilà des mémoires pour l'histoire de France, dont on ne s'aviserait guère chez toute autre nation. Un jour, au fort de notre meilleure intelligence, il me fit un accueil si froid, si glaçant, si peu dans son ton ordinaire, qu'après lui avoir donné occasion de s'expliquer et même l'en avoir prié, je sortis de chez lui avec la résolution que j'ai tenue de n'y plus remettre les pieds, car on ne me revoit guère où j'ai été une fois mal reçu, et il n'y avait point ici de Diderot qui plaidât pour Monsieur de Jonville. Je cherchais vainement dans ma tête quel tort je pouvais avoir avec lui.
Je ne trouvais guère. J'étais sûr de n'avoir jamais parlé de lui ni des siens que de la façon la plus honorable, car je lui étais sincèrement attaché, et outre que je n'en avais que du bien à dire, ma plus inviolable maxime a toujours été de ne parler qu'avec honneur des maisons que je fréquentais. Enfin, à force de ruminer, voici ce que je conjecturais. La dernière fois que nous nous étions vus, il m'avait donné à souper chez des filles de sa connaissance, avec 2 ou 3 commis des affaires étrangères, gens très aimables, et qui n'avaient point du tout l'air ni le ton libertin, et je puis jurer que de mon côté la soirée se passa à méditer assez tristement sur le malheureux sort de ces créatures. Je ne payais pas mon écho parce que M. de Jonville nous donnait à souper, et je ne donnais rien à ces filles parce que je ne leur fis point gagner, comme à la Padoana, le paiement que j'aurais pu leur offrir. Nous sortîmes tous assez gais et de très bonne intelligence. Sans être retourné chez ces filles, j'allai 3 ou 4 jours après dîner chez M. de Jonville, que je n'avais pas revu depuis lors, et qui me fit l'accueil que j'ai dit. N'en pouvant imaginer d'autre cause que quelque malentendu relatif à ce souper, et voyant qu'il ne voulait pas s'expliquer, je pris mon parti et cessai de le voir, mais je continuais de lui envoyer mes ouvrages. Il me fit faire souvent des compliments, et l'ayant un jour rencontré au chauffoir de la Comédie, il me fit, sur ce que je n'allais plus le voir, des reproches obligeants qui ne m'y ramenèrent pas. Ainsi cette affaire avait plus l'air d'une bouderie que d'une rupture. Toutefois, ne l'ayant pas revu, et n'ayant plus ouï parler de lui depuis lors, il eût été trop tard pour y retourner au bout d'une interruption de plusieurs années. Voilà pourquoi M. de Jonville n'entre point ici dans ma liste, quoique j'eusse assez longtemps fréquenté sa maison. Je n'enfleurai point la même liste de beaucoup d'autres connaissances moins familières ou qui, par mon absence, avaient cessé de l'être et que je ne laissais pas de voir quelquefois en campagne, tant chez moi qu'à mon voisinage, tels par exemple que les abbés de Condillac, de Mably, messieurs de Méran, de Lalive, de Boisgeloup, Watelet, Ancelet et d'autres qu'il serait trop long de nommer. Je passerai légèrement aussi sur celle de M. de Margency, gentilhomme ordinaire du roi, ancien membre de la coterie holbachique qu'il avait quitté ainsi que moi, et ancien ami de Madame d'Épinay, dont ils étaient détachés ainsi que moi, ni sur celle de son ami Desmahis, auteur célèbre mais éphémère de la comédie de l'impertinent. Le premier était mon voisin de campagne, sa terre de Margency étant près de Montmorency. Nous étions d'anciennes connaissances, mais le voisinage et une certaine conformité d'expérience nous rapprochèrent davantage. Le second mourut peu après. Il avait du mérite et de l'esprit, mais il était un peu l'original de sa comédie, un peu fat auprès des femmes, et n'en fut pas extrêmement regretté. Mais je ne puis omettre une correspondance nouvelle de ce temps-là, qui a trop influé sur le reste de ma vie pour que je néglige d'en marquer le commencement. Il s'agit de M. de Lamoignon de Malesherbes, premier président de la Cour des Aides, chargé pour l'or de la librairie, qu'il gouvernait avec autant de lumière que de douceur et à la grande satisfaction des gens de lettres. Je ne l'avais pas été voir à Paris une seule fois, cependant j'avais toujours éprouvé de sa part les facilités les plus obligeantes quant à la censure, et je savais qu'en plus d'une occasion, il avait fort malmené ceux qui écrivaient contre moi. J'eus de nouvelles preuves de ses bontés au sujet de l'impression de la Julie, car les épreuves d'un si grand ouvrage étaient fort coûteuses à faire venir d'Amsterdam par la poste. Il permit, ayant ses ports francs, qu'elles lui fussent adressées, et il me les envoyait franches aussi, sous le contreseing de monsieur le chancelier son père. Quand l'ouvrage fut imprimé, il n'en permit le débit dans le royaume qu'ensuite d'une édition qu'il en fit faire à mon profit, malgré moi-même. Comme ce profit eût été de ma part un vol fait à Ray, à qui j'avais vendu mon manuscrit, non seulement je ne voulus point accepter le présent qui m'était destiné pour cela, sans son aveu, qu'il accorda très généreusement, mais je voulus partager avec lui les 100 pistoles à quoi monta ce présent et dont il ne voulut rien. Pour ces 100 pistoles, j'eus le désagrément dont M. de Malesherbes ne m'avait pas prévenu, de voir horriblement mutiler mon ouvrage et empêcher le débit de la bonne édition jusqu'à ce que la mauvaise fût écoulée. J'ai toujours regardé M. Malesherbes comme un homme d'une droiture à toute épreuve. Jamais rien de ce qui m'est arrivé ne m'a fait douter un moment de sa probité. Mais aussi faible qu'honnête, il nuit quelquefois aux gens pour lesquels il s'intéresse, à force de les vouloir préserver. Non seulement il fit retrancher plus de 100 pages dans l'édition de Paris, mais il fit un retranchement qui pouvait porter le nom d'infidélité dans l'exemplaire de la bonne édition qu'il envoya à Madame de Pompadour. Il est dit quelque part dans cet ouvrage que la femme d'un charbonnier est plus digne de respect que la maîtresse d'un prince. Cette phrase m'était venue dans la chaleur de la composition sans aucune application, je le jure. En relisant l'ouvrage,
Je vis qu'on ferait cette application. Cependant, par la très imprudente maxime de ne rien noter par égard aux applications qu'on pouvait faire, quand j'avais dans ma conscience le témoignage de ne les avoir pas faites en écrivant, je ne voulus point ôter cette phrase, et je me contentai de substituer le mot prince au mot roi que j'avais d'abord mis. Cet adoucissement ne parut pas suffisant à M. de Malesherbes. Il retrancha la phrase entière dans un carton qu'il fit imprimer exprès et coller aussi proprement qu'il fut possible dans l'exemplaire de Madame de Pompadour. Elle n'ignora pas ce tour de passe-passe. Il se trouva de bonnes âmes qui l'en instruisirent. Pour moi, je ne l'appris que longtemps après, lorsque je commençais d'en sentir les suites. N'est-ce point encore ici la première origine de la haine couverte, mais implacable, d'une autre dame qui était dans un cas pareil, sans que j'en susse rien, ni même que je la connusse quand j'écrivis ce passage? Quand le livre se publia, la connaissance était faite, et j'étais très inquiet. Je le dis au chevalier de Lorenzi, qui se moqua de moi, et m'assura que cette dame en était si peu offensée qu'elle n'y avait pas même fait attention. Je le crus, un peu légèrement peut-être, et je me tranquillisai fort mal à propos. Je reçus à l'entrée de l'hiver une nouvelle marque des bontés de M. de Malesherbes, à laquelle je fus fort sensible, quoique je ne jugeasse pas à propos d'en profiter. Il y avait une place vacante dans le journal des savants. Margency m'écrivit pour me la proposer comme de lui-même, mais il me fut aisé de comprendre par le tour de sa lettre, lias C numéro 33, qu'il était instruit et autorisé, et lui-même me marqua dans la suite, lias C numéro 47, qu'il avait été chargé de me faire cette offre. Le travail de cette place était peu de chose. Il ne s'agissait que de 2 extraits par mois, dont on m'apporterait les livres, sans être obligé jamais à aucun voyage de Paris, pas même pour faire au magistrat une visite de remerciement. J'entrai par là dans une société de gens de lettres du premier mérite, messieurs de Méran, Clairaut, de Guigne et l'abbé Barthélemy, dont la connaissance était déjà faite avec les 2 premiers et très bonne affaire avec les 2 autres. Enfin, pour un travail si peu pénible et que je pouvais faire si commodément, il y avait un honoraire de 800 francs attaché à cette place. Je délibérai quelques heures avant que de me déterminer, et je puis jurer que ce ne fut que par la crainte de fâcher Margency et de déplaire à M. de Malesherbes. Mais enfin, la gêne insupportable de ne pouvoir travailler à mon heure et d'être commandé par le temps, bien plus encore la certitude de mal remplir les fonctions dont il fallait me charger, l'emportèrent sur tout et me déterminèrent à refuser une place pour laquelle je n'étais pas propre. Je savais que tout mon talent ne venait que d'une certaine chaleur d'âme sur les matières que j'avais à traiter, et qu'il n'y avait que l'amour du grand, du vrai, du beau qui pût animer mon génie. Et que m'auraient importé les sujets de la plupart des livres que j'aurais à extraire, et les livres même. Mon indifférence pour la chose eût glacé ma plume et abruti mon esprit. On s'imaginait que je pouvais écrire par métier, comme tous les autres gens de lettres, au lieu que je ne sus jamais écrire que par passion. Ce n'était assurément pas là ce qu'il fallait au journal des savants. J'écrivis donc à Margency une lettre de remerciement, tournée avec toute l'honnêteté possible, dans laquelle je lui fis si bien le détail de mes raisons, qu'il ne se peut pas que ni lui, ni M. de Malesherbes aient cru qu'il entrât ni humeur ni orgueil dans mon refus. Aussi l'approuvèrent-ils l'un et l'autre, sans m'en faire moins bon visage, et le secret fut si bien gardé sur cette affaire que le public n'en a jamais eu le moindre vent. Cette proposition ne venait pas dans un moment favorable pour me la faire agréer, car depuis quelque temps, je formais le projet de quitter tout à fait la littérature et surtout le métier d'auteur. Tout ce qui venait de m'arriver m'avait absolument dégoûté des gens de lettres, et j'avais éprouvé qu'il était impossible de courir la même carrière sans avoir quelque liaison avec eux. Je ne l'étais guère moins des gens du monde et en général de la vie mixte que je venais de mener, moitié à moi-même et moitié à des sociétés pour lesquelles je n'étais point fait. Je sentais plus que jamais et par une constante expérience que toute association inégale est toujours désavantageuse aux partis faibles. Vivant avec des gens opulents et d'un autre état que celui que j'avais choisi, sans tenir maison comme eux, j'étais obligé de les imiter en bien des choses, et des menues dépenses qui n'étaient rien pour eux étaient pour moi non moins ruineuses qu'indispensables. Qu'un autre homme aille dans une maison de campagne, il est servi par son laquais, tant à table que dans sa chambre. Il l'envoie chercher tout ce dont il a besoin. N'ayant rien à faire directement avec les gens de la maison, ne les voyant même pas, il ne leur donne des étrennes que quand et comme il lui plaît. Mais moi seul,
sans domestique. J'étais à la merci de ceux de la maison, dont il fallait nécessairement capter les bonnes grâces pour n'avoir pas beaucoup à souffrir, et traiter comme l'égal de leur maître, il en fallait aussi traiter les gens comme tels, et même faire pour eux plus qu'un autre, parce qu'en effet, j'en avais bien plus besoin. Passe encore quand il y a peu de domestiques. Mais dans les maisons où j'allais, il y en avait beaucoup, tous très rogues, très fripons, très alertes, j'entends pour leur intérêt, et les coquins savaient faire en sorte que j'avais successivement besoin de tous. Les femmes de Paris qui ont tant d'esprit n'ont aucune idée juste sur cet article, et à force de vouloir économiser ma bourse, elles me ruinaient. Si je soupais en ville un peu loin de chez moi, au lieu de souffrir que j'envoyasse chercher un fiacre, la dame de la maison faisait mettre les chevaux pour me ramener. Elle était fort aise de m'épargner les 24 sous du fiacre. Quant à l'écu que je donnais aux laquais et aux cochers, elle n'y songeait pas. Une femme m'écrivait-elle de Paris à l'Ermitage ou à Montmorency. Ayant regret aux 4 sous de port que sa lettre m'aurait coûté, elle me l'envoyait par un de ces gens qui arrivaient à pied tout en âge et à qui je donnais à dîner et un écu qu'il avait assurément bien gagné. Me proposait-elle d'aller passer 8 ou 15 jours avec elle à sa campagne. Elle se disait en elle-même, ce sera toujours une économie pour ce pauvre garçon. Pendant ce temps-là, sa nourriture ne lui coûtera rien. Elle ne songeait pas qu'aussi durant ce temps-là, je ne travaillais point, que mon ménage et mon loyer et mon linge et mes habits n'en allaient pas moins, que je payais mon barbier à double et qu'il ne laissait pas de m'en coûter chez elle plus qu'il ne m'en aurait coûté chez moi. Quoique je bornasse mes petites largesses aux seules maisons où je vivais d'habitude, elles ne laissaient pas de m'être ruineuses. Je puis assurer que j'ai bien versé 25 écus chez Madame Doudetot à Aubonne, où je n'ai couché que 4 ou 5 fois, et plus de 100 pistoles, tant à Épinay qu'à la Chevrette, pendant les 5 ou 6 ans que j'y fus le plus assidu. Ces dépenses sont inévitables pour un homme de mon humeur qui ne sait se pourvoir de rien, ni s'ingénier sur rien, ni supporter l'aspect d'un valet qui grogne et qui vous sert en rechignant. Chez Madame Dupin même, où j'étais de la maison et où je rendais 1000 services aux domestiques, je n'ai jamais reçu les leurs qu'à la pointe de mon argent. Dans la suite, il a fallu renoncer tout à fait à ces petites libéralités que ma situation ne m'a plus permis de faire, et c'est alors qu'on m'a fait sentir bien plus durement encore l'inconvénient de fréquenter des gens d'un autre état que le sien. Encore si cette vie eût été de mon goût, je me serais consolé d'une dépense onéreuse consacrée à mes plaisirs, mais se ruiner pour s'ennuyer est trop insupportable, et j'avais si bien senti le poids de ce train de vie que, profitant de l'intervalle de liberté où je me trouvais pour lors, j'étais déterminé à le perpétuer, à renoncer totalement à la grande société, à la composition des livres, à tout commerce de littérature, et à me renfermer pour le reste de mes jours dans la sphère étroite et paisible pour laquelle je me sentais né. Le produit de la lettre à d'Alembert et de la nouvelle Héloïse avait un peu remonté mes finances qui s'étaient fort épuisées à l'Ermitage. Je me voyais environ 1000 écus devant moi. Les 1000, auxquels je m'étais mis tout de bon quand j'eus achevé l'Héloïse, étaient fort avancés et son produit devait au moins doubler cette somme. Je formais le projet de placer ce fonds de manière à me faire une petite rente viagère qui pût, avec ma copie, me faire subsister sans plus écrire. J'avais encore 2 ouvrages sur le chantier. Le premier était mes institutions politiques. J'examinais l'état de ce livre et je trouvais qu'il demandait encore plusieurs années de travail. Je n'eus pas le courage de le poursuivre et d'attendre qu'il fût achevé pour exécuter ma résolution. Ainsi, renonçant à cet ouvrage, je résolus d'en tirer tout ce qui pouvait se détacher, puis de brûler tout le reste, et, poussant ce travail avec zèle, sans interrompre celui de l'Émile, je mis, en moins de 2 ans, la dernière main au contrat social. Restait le dictionnaire de musique. C'était un travail de manœuvre qui pouvait se faire en tout temps et qui n'avait pour objet qu'un produit pécuniaire. Je me réservais de l'abandonner ou de l'achever à mon aise, selon que mes autres ressources rassemblées me rendraient celles-là nécessaires ou superflues. À l'égard de la morale sensitive, dont l'entreprise était restée en esquisse, je l'abandonnais totalement. Comme j'avais en dernier projet, si je pouvais me passer tout à fait de la copie, celui de m'éloigner de Paris, où l'affluence des survenants rendait ma subsistance coûteuse et m'ôtait le temps d'y pourvoir, pour prévenir dans ma retraite l'ennui dans lequel on dit que tombe un auteur quand il a quitté la plume, je me réservais une occupation qui pût remplir le vide de ma solitude sans me tenter de plus rien faire imprimer de mon vivant. Je ne sais par quelle fantaisie Rym me pressait depuis longtemps d'écrire les mémoires de ma vie.
Quoiqu'ils ne fussent pas jusqu'alors fort intéressants par les faits, je sentis qu'ils pouvaient le devenir par la franchise que j'étais capable d'y mettre, et je résolus d'en faire un ouvrage unique par une véracité sans exemple, afin qu'au moins une fois on pût voir un homme tel qu'il était en dedans. J'avais toujours ri de la fausse naïveté de Montaigne, qui faisait semblant d'avouer ses défauts, à grand soin de ne s'en donner que d'aimables, tandis que je sentais, moi, qui me suis cru toujours, et qui me crois encore à tout prendre, le meilleur des hommes, qu'il n'y a point d'intérieur humain si pur qu'il puisse être, qui ne recèle quelque vice odieux. Je savais qu'on me peignait dans le public sous des traits si peu semblables aux miens, et quelquefois si difformes, que malgré le mal, dont je ne voulais rien taire, je ne pouvais que gagner encore à me montrer tel que j'étais. D'ailleurs, cela ne se pouvant faire sans laisser voir d'autres gens tels qu'ils étaient, et par conséquent cet ouvrage ne pouvant paraître qu'après ma mort et celle de beaucoup d'autres, cela m'enhardissait davantage à faire mes confessions, dont jamais je n'aurais à rougir devant personne. Je résolus donc de consacrer mes loisirs à bien exécuter cette entreprise, et je me mis à recueillir les lettres et papiers qui pouvaient guider ou réveiller ma mémoire, regrettant fort tout ce que j'avais déchiré, brûlé, perdu jusqu'alors. Ce projet de retraite absolue, un des plus sensés que j'eusse jamais fait, était fortement empreint dans mon esprit, et déjà je travaillais à son exécution quand le ciel, qui me préparait une autre destinée, me jeta dans un nouveau tourbillon. Montmorency, cet ancien et beau patrimoine de l'illustre maison de ce nom, ne lui appartient plus depuis la confiscation. Il a passé par la sœur du duc Henri dans la maison de Condé, qui a changé le nom de Montmorency en celui d'Enghien. Et ce duché n'a d'autre château qu'une vieille tour où l'on tient les archives et où l'on reçoit les hommages des vassaux. Mais on voit à Montmorency, ou Enghien, une maison particulière bâtie par Croizat, dit le pauvre, laquelle, ayant la magnificence des plus superbes châteaux, en mérite et en porte le nom. L'aspect imposant de ce bel édifice, la terrasse sur laquelle il est bâti, sa vue unique peut-être au monde, son vaste salon peint d'une excellente main, son jardin planté par le célèbre Le Nôtre, tout cela forme un tout dont la majesté frappante a pourtant je ne sais quoi de simple qui soutient et nourrit d'admiration. Monsieur le maréchal, duc de Luxembourg, qui occupait alors cette maison, venait tous les ans dans ce pays où jadis ses pères étaient les maîtres, passer en 2 fois 5 ou 6 semaines comme 5 habitants, mais avec un éclat qui ne dégénérait point de l'ancienne splendeur de sa maison. Au premier voyage qu'il y fit depuis mon établissement à Montmorency, monsieur et madame la maréchale envoyèrent un valet de chambre me faire compliment de leur part et m'inviter à souper chez eux toutes les fois que cela me ferait plaisir. À chaque fois qu'ils revinrent, ils ne manquèrent point de réitérer le même compliment et la même invitation. Cela me rappelait madame de Besenval m'envoyant dîner à l'office. Les temps étaient changés, mais j'étais demeuré le même. Je ne voulais point qu'on m'envoyât dîner à l'office, et je me souciais peu de la table des grands. J'aurais mieux aimé qu'ils me laissassent pour ce que j'étais, sans me fêter et sans m'avilir. Je répondis honnêtement et respectueusement aux politesses de monsieur et madame de Luxembourg, mais je n'acceptai point leurs offres. Et tant mes incommodités que mon humeur timide et mon embarras à parler me faisant frémir à la seule idée de me présenter dans une assemblée des gens de la cour, je n'allais pas même au château faire une visite de remerciement, quoique je comprisse assez que c'était ce qu'on cherchait, et que tout cet empressement était plutôt une affaire de curiosité que de bienveillance. Cependant les avances continuèrent, et allèrent même en augmentant. Madame la comtesse de Boufflers, qui était fort liée avec madame la maréchale, étant venue à Montmorency, envoya savoir de mes nouvelles et me proposait de me venir voir. Je répondis comme je devais, mais je ne démarrai point. Au voyage de Pâques de l'année suivante, 1759, le chevalier de Lorenzi, qui était de la cour de monsieur le prince de Conti et de la société de madame de Luxembourg, vint me voir plusieurs fois. Nous fîmes connaissance. Il me pressa d'aller au château. Je n'en fis rien. Enfin, une après-midi que je ne songeais à rien moins, je vis arriver monsieur le maréchal de Luxembourg, suivi de 5 ou 6 personnes. Pour lors, il n'y eut plus moyen de m'en dédire, et je ne pus éviter, sous peine d'être un arrogant et un malappris, de lui rendre sa visite et d'aller faire ma cour à madame la maréchale, de la part de laquelle il m'avait comblé des choses les plus obligeantes. Ainsi commencèrent, sous de funestes auspices, des liaisons dont je ne pus plus longtemps me défendre, mais qu'un pressentiment trop bien fondé me fit redouter jusqu'à ce que j'y fusse engagé. Je craignais excessivement madame de Luxembourg. Je savais qu'elle était aimable.
Je l'avais vue plusieurs fois au spectacle et chez Madame Dupin, il y avait 10 ou 12 ans, lorsqu'elle était duchesse de Boufflers et qu'elle brillait encore de sa première beauté. Mais elle passait pour méchante, et dans une aussi grande dame, cette réputation me faisait trembler. À peine l'eus-je vue que je fus subjugué. Je la trouvais charmante, de ce charme à l'épreuve du temps, le plus fait pour agir sur mon cœur. Je m'attendais à lui trouver un entretien mordant et plein d'épigrammes. Ce n'était point cela, c'était beaucoup mieux. La conversation de Madame de Luxembourg ne pétille pas d'esprit, ce ne sont pas des saillies, et ce n'est pas même proprement de la finesse, mais c'est une délicatesse exquise qui ne frappe jamais et qui plaît toujours. Ces flatteries sont d'autant plus enivrantes qu'elles sont plus simples. On dirait qu'elles lui échappent sans qu'elle y pense, et que c'est son cœur qui s'épanche, uniquement parce qu'il est trop rempli. Je crus m'apercevoir dès la première visite que malgré mon air gauche et mes lourdes phrases, je ne lui déplaisais pas. Toutes les femmes de la cour savent vous persuader cela quand elles le veulent, vrai ou non, mais toutes ne savent pas, comme Madame de Luxembourg, vous rendre cette persuasion si douce qu'on ne s'avise plus d'en vouloir douter. Dès le premier jour, ma confiance en elle eût été aussi entière qu'elle ne tarda pas à le devenir, si Madame la Duchesse de Montmorency, sa belle-fille, jeune folle assez maligne et je pense un peu tracassière, ne se fût avisée de m'entreprendre, et tout au travers de forces éloges de sa maman et de feintes agaceries pour son propre compte, ne m'eût mis en doute si je n'étais pas persiflé. Je me serais peut-être difficilement rassuré sur cette crainte auprès des deux dames si les extrêmes bontés de monsieur le maréchal ne m'eussent confirmé que les leurs étaient sérieuses. Rien de plus surprenant, vu mon caractère timide, que la promptitude avec laquelle je le pris au mot sur le pied d'égalité où il voulut se mettre avec moi, si ce n'est peut-être celle avec laquelle il me prit au mot lui-même sur l'indépendance absolue avec laquelle je voulais vivre. Persuadés l'un et l'autre que j'avais raison d'être content de mon état et de n'en vouloir pas changer, ni lui ni Madame de Luxembourg n'ont paru vouloir s'occuper un instant de ma bourse ou de ma fortune. Quoique je ne pusse douter du tendre intérêt qu'ils prenaient à moi tous les deux, jamais ils ne m'ont proposé de place et ne m'ont offert leur crédit, si ce n'est qu'une seule fois que Madame de Luxembourg parut désirer que je voulusse entrer à l'Académie française. J'alléguai ma religion, elle me dit que ce n'était pas un obstacle ou qu'elle s'engageait à le lever. Je répondis que quelque honneur que ce fût pour moi d'être membre d'un corps si illustre, ayant refusé à M. de Tressan et en quelque sorte au roi de Pologne d'entrer dans l'Académie de Nancy, je ne pouvais plus honnêtement entrer dans aucune. Madame de Luxembourg n'insista pas, et il n'en fut plus reparlé. Cette simplicité de commerce avec de si grands seigneurs, et qui pouvait tout en ma faveur, M. de Luxembourg étant et méritant bien d'être l'ami particulier du roi, contraste bien singulièrement avec les continuels soucis, non moins importuns qu'officieux, des amis protecteurs que je venais de quitter, et qui cherchaient moins à me servir qu'à m'avilir. Quand M. le maréchal m'était venu voir à Montlouis, je l'avais reçu avec peine, lui et sa suite, dans mon unique chambre, non parce que je fus obligé de le faire asseoir au milieu de mes assiettes sales et de mes pots cassés, mais parce que mon plancher pourri tombait en ruine et que je craignais que le poids de sa suite ne l'effondrât tout à fait. Moins occupé de mon propre danger que de celui que l'affabilité de ce bon seigneur lui faisait courir, je me hâtais de le tirer de là pour le mener, malgré le froid qu'il faisait encore, à mon donjon, tout ouvert et sans cheminée. Quand il y fut, je lui dis la raison qui m'avait engagé à l'y conduire. Il la redit à Madame la maréchale, et l'un et l'autre me pressèrent, en attendant qu'on referait mon plancher, d'accepter un logement au château, ou si je l'aimais mieux, dans un édifice isolé qui était au milieu du parc et qu'on appelait le Petit Château. Cette demeure enchantée mérite qu'on en parle. Le parc ou jardin de Montmorency n'est pas en plaine comme celui de la Chevrette. Il est inégal, montueux, mêlé de collines et d'enfoncements, dont l'habile artiste a tiré parti pour varier les bosquets, les ornements, les eaux, les points de vue, et multiplier pour ainsi dire à force d'art et de génie un espace en lui-même assez resserré. Ce parc est couronné dans le haut par la terrasse et le château. Dans le bas, il forme une gorge qui s'ouvre et s'élargit vers la vallée, et dont l'angle est rempli par une grande pièce d'eau. Entre l'orangerie qui occupe cet élargissement et cette pièce d'eau entourée de coteaux bien décorés de bosquets et d'arbres est le petit château dont j'ai parlé. Cet édifice et le terrain qui l'entoure appartenaient jadis au célèbre Lebrun, qui se plut à le bâtir et le décorer avec ce goût exquis d'ornements et d'architecture dont ce grand peintre s'était nourri. Ce château depuis lors a été rebâti, mais toujours sur le dessin du premier maître. Il est petit, simple,
mais élégant. Comme il est dans un fond entre le bassin de l'orangerie et la grande pièce d'eau, par conséquent sujet à l'humidité, on l'a percé dans son milieu d'un péristyle à jour entre deux étages de colonnes, par lequel l'air jouant dans tout l'édifice le maintient sec malgré sa situation. Quand on regarde ce bâtiment de la hauteur opposée qui lui fait perspective, il paraît absolument environné d'eau, et l'on croit voir une île enchantée ou la plus jolie des 3 îles Borromée, appelée Isola Bella, dans le lac Majeur. Ce fut dans cet édifice solitaire qu'on me donna le choix d'un des 4 appartements complets qu'il contient, outre le rez-de-chaussée composé d'une salle de bal, d'une salle de billard et d'une cuisine. Je pris le plus petit et le plus simple, au-dessus de la cuisine, que j'eus aussi. Il était d'une propreté charmante. L'ameublement en était blanc et bleu. C'est dans cette profonde et délicieuse solitude qu'au milieu des bois et des eaux, au concert des oiseaux de toute espèce, au parfum de la fleur d'orange, je composais dans une continuelle extase le 5e livre de l'Émile, dont je dus en grande partie le coloris assez frais à la vive impression du local où je l'écrivais. Avec quel empressement je courais tous les matins au lever du soleil, respirer un air embaumé sur le péristyle. Quel bon café au lait j'y prenais tête à tête avec ma Thérèse. Ma chatte et mon chien nous faisaient compagnie. Ce seul cortège m'eût suffi pour toute ma vie, sans éprouver jamais un moment d'ennui. J'étais là dans le paradis terrestre. J'y vivais avec autant d'innocence et j'y goûtais le même bonheur. Au voyage de juillet, monsieur et madame de Luxembourg me marquèrent tant d'attention et me firent tant de caresses que, logé chez eux et comblé de leur bonté, je ne pus moins faire que d'y répondre en les voyant assidûment. Je ne les quittais presque point. J'allais le matin faire ma cour à madame la maréchale, j'y dînais, j'allais l'après-midi me promener avec monsieur le maréchal, mais je n'y soupais pas à cause du grand monde et qu'on y soupait trop tard pour moi. Jusqu'alors tout était convenable, et il n'y avait point de mal encore si j'avais su m'en tenir là, mais je n'ai jamais su garder un milieu dans mes attachements et remplir simplement des devoirs de société. J'ai toujours été tout ou rien. Bientôt je fus tout. Et me voyant fêté, gâté par des personnes de cette considération, je passai les bornes et me pris pour eux d'une amitié qu'il n'est permis d'avoir que pour ses égaux. J'en mis toute la familiarité dans mes manières, tandis qu'ils ne se relâchèrent jamais dans les leurs de la politesse à laquelle ils m'avaient accoutumé. Je n'ai pourtant jamais été très à mon aise avec madame la maréchale. Quoique je ne fusse pas parfaitement rassuré sur son caractère, je le redoutais moins que son esprit. C'était par là surtout qu'elle m'en imposait. Je savais qu'elle était difficile en conversation et qu'elle avait le droit de l'être. Je savais que les femmes et surtout les grandes dames veulent absolument être amusées, qu'il vaudrait mieux les offenser que les ennuyer, et je jugeais par ses commentaires sur ce qu'avaient dit les gens qui venaient de partir de ce qu'elle devait penser de mes balourdises. Je m'avisai d'un supplément pour me sauver auprès d'elle l'embarras de parler, ce fut de lire. Elle avait ouï parler de la Julie, elle savait qu'on l'imprimait. Elle marqua de l'empressement de voir cet ouvrage. J'offris de le lui lire, elle accepta. Tous les matins je me rendais chez elle sur les 10 heures. Monsieur de Luxembourg y venait, on fermait la porte, je lisais à côté de son lit et je compassais si bien mes lectures qu'il y en aurait eu pour tout le voyage quand même il n'aurait pas été interrompu. Le succès de cet expédient passa mon attente. Madame de Luxembourg s'engoua de la Julie et de son auteur. Elle ne parlait que de moi, ne s'occupait que de moi, me disait des douceurs toute la journée, m'embrassait 10 fois le jour. Elle voulut que j'eusse toujours ma place à table à côté d'elle, et quand quelques seigneurs voulaient prendre cette place, elle leur disait que c'était la mienne, et les faisait mettre ailleurs. On peut juger de l'impression que ces manières charmantes faisaient sur moi, que les moindres marques d'affection subjuguent. Je m'attachais réellement à elle, à proportion de l'attachement qu'elle me témoignait. Toute ma crainte en voyant cet engouement, en me sentant si peu d'agrément dans l'esprit pour le soutenir, était qu'il ne se changeât en dégoût, et malheureusement pour moi cette crainte ne fut que trop bien fondée. Il fallait qu'il y eût une opposition naturelle entre son tour d'esprit et le mien, puisque, indépendamment des foules de balourdises qui m'échappaient à chaque instant dans la conversation, dans mes lettres même, et lorsque j'étais le mieux avec elle, il se trouvait des choses qui lui déplaisaient, sans que je puisse imaginer pourquoi. Je n'en citerai qu'un exemple, et j'en pourrais citer 20. Elle sut que je faisais pour madame Doudetot une copie de l'Héloïse à tant la page. Elle en voulut avoir une sur le même pied. Je la lui promis.
et la mettant par là du nombre de mes pratiques, je lui écrivis quelque chose d'obligeant et d'honnête à ce sujet, du moins telle était mon intention. Voici sa réponse qui me fit tomber des nues. À Versailles, ce mardi, liasse C numéro 43. Je suis ravie, je suis contente. Votre lettre m'a fait un plaisir infini, et je me presse pour vous le mander et pour vous en remercier. Voici les propres termes de votre lettre. Quoique vous soyez sûrement une très bonne pratique, je me fais quelque peine de prendre votre argent. Régulièrement, ce serait à moi de payer le plaisir que j'aurais de travailler pour vous. Je ne vous en dis pas davantage. Je me plains de ce que vous ne me parlez jamais de votre santé. Rien ne m'intéresse davantage. Je vous aime de tout mon cœur, et c'est, je vous assure, bien tristement que je vous le mande, car j'aurais bien du plaisir à vous le dire moi-même. Monsieur de Luxembourg vous aime et vous embrasse de tout son cœur. En recevant cette lettre, je me hâtais d'y répondre, en attendant plus ample examen, pour protester contre toute interprétation désobligeante, et après m'être occupé quelques jours à cet examen avec l'inquiétude qu'on peut concevoir, et toujours sans y rien comprendre, voici quelle fut enfin ma dernière réponse à ce sujet. À Montmorency, le 8 décembre 1759. Depuis ma dernière lettre, j'ai examiné 100 et 100 fois le passage en question. Je l'ai considéré par son sens propre et naturel, je l'ai considéré par tous les sens qu'on peut lui donner, et je vous avoue, madame la maréchale, que je ne sais plus si c'est moi qui vous dois des excuses, ou si ce n'est point vous qui m'en devez. Il y a maintenant 10 ans que ces lettres ont été écrites. J'y ai souvent repensé depuis ce temps-là, et telle est encore aujourd'hui ma stupidité sur cet article, que je n'ai pu parvenir à sentir ce qu'elle avait pu trouver dans ce passage, je ne dis pas d'offensant, mais même qui put lui déplaire. À propos de cet exemplaire manuscrit de l'Héloïse que voulut avoir madame de Luxembourg, je dois dire ici ce que j'imaginais pour lui donner quelque avantage marqué qui le distinguât de tout autre. J'avais écrit à part les aventures de Milord Édouard, et j'avais balancé longtemps à les insérer soit en entier, soit par extrait, dans cet ouvrage où elles me paraissaient manquer. Je me déterminai enfin à les retrancher tout à fait, parce que, n'étant pas du ton de tout le reste, elles en auraient gâté la touchante simplicité. J'eus une autre raison bien plus forte quand je connus madame de Luxembourg, c'est qu'il y avait dans ses aventures une marquise romaine d'un caractère très odieux, dont quelques traits, sans lui être applicables, auraient pu lui être appliqués par ceux qui ne la connaissaient que de réputation. Je me félicitais donc beaucoup du parti que j'avais pris et m'y confirmais. Mais dans l'ardent désir d'enrichir son exemplaire de quelque chose qui ne fut dans aucun autre, n'allais-je pas songer à ces malheureuses aventures et former le projet d'en faire l'extrait pour l'y ajouter? Projet insensé, dont on ne peut expliquer l'extravagance que par l'aveugle fatalité qui m'entraînait à ma perte. Quos volte perdere Jupiter dementat. Jupiter ôte la raison à ceux qu'il veut perdre. J'eus la stupidité de faire cet extrait avec bien du soin, bien du travail, et de lui envoyer ce morceau comme la plus belle chose du monde, en la prévenant toutefois, comme il était vrai, que j'avais brûlé l'original, que l'extrait était pour elle seule, et ne serait jamais vu de personne, à moins qu'elle ne le montrât elle-même, ce qui, loin de lui prouver ma prudence et ma discrétion, comme je croyais faire, n'était que l'avertir du jugement que je portais moi-même sur l'application des traits dont elle aurait pu s'offenser. Mon imbécilité fut telle que je ne doutais pas qu'elle ne fût enchantée de mon procédé. Elle ne me fit pas là-dessus les grands compliments que j'en attendais, et jamais, à ma grande surprise, elle ne me parla du cahier que je lui avais envoyé. Pour moi, toujours charmé de ma conduite dans cette affaire, ce ne fut que longtemps après que je jugeai, sur d'autres indices, l'effet qu'elle avait produit. J'eus encore en faveur de son manuscrit une autre idée plus raisonnable, mais qui, par des effets plus éloignés, ne m'a guère été moins nuisible, tant tout concourt à l'œuvre de la destinée quand elle appelle un homme au malheur. Je pensais d'orner ce manuscrit des dessins des estampes de la Julie, lesquels dessins se trouvèrent être du même format que le manuscrit. Je demandai à Coindet ces dessins, qui m'appartenaient à toutes sortes de titres, et d'autant plus que je lui avais abandonné le produit des planches, lesquelles eurent un grand débit. Coindet est aussi rusé que je le suis peu. À force de se faire demander ses dessins, il parvint à savoir ce que j'en voulais faire. Alors, sous prétexte d'ajouter quelques ornements à ses dessins, il se les fit laisser et finit par les présenter lui-même. Ego versiculos feci tulit alter honores.
C'est moi qui fis les vers, un autre en eut la gloire. Cela acheva de l'introduire à l'hôtel du Luxembourg sur un certain pied. Depuis mon établissement au petit château, il m'y venait voir très souvent et toujours dès le matin, surtout quand monsieur et madame de Luxembourg étaient à Montmorency. Cela faisait que pour passer avec lui une journée, je n'allais point au château. On me reprocha ses absences, j'en dis la raison, on me pressa d'amener monsieur Coindet, je le fis. C'est ce que le drôle avait cherché. Ainsi, grâce aux bontés excessives qu'on avait pour moi, un commis de M. Télusson, qui voulait bien lui donner quelquefois sa table quand il n'avait personne à dîner, se trouva tout d'un coup admis à celle d'un maréchal de France, avec les princes, les duchesses et tout ce qu'il y avait de grand à la cour. Je n'oublierai jamais qu'un jour qu'il était obligé de retourner à Paris de bonne heure, monsieur le maréchal dit après dîner à la compagnie « Allons nous promener sur le chemin de Saint-Denis, nous accompagnerons monsieur Coindet ». Le pauvre garçon n'y tint pas, sa tête s'en alla tout à fait. Pour moi, j'avais le cœur si ému que je ne pus dire un seul mot. Je suivais par derrière, pleurant comme un enfant, et mourant d'envie de baiser les pas de ce bon maréchal. Mais la suite de cette histoire de copie m'a fait anticiper ici sur les temps. Reprenons-les dans leur ordre, autant que ma mémoire me le permettra. Sitôt que la petite maison de Montlouis fut prête, je la fis meubler proprement, simplement, et retournai m'y établir, ne pouvant renoncer à cette loi que je m'étais faite en quittant l'Ermitage, d'avoir toujours mon logement à moi. Mais je ne pus me résoudre non plus à quitter mon appartement du petit château. J'en gardais la clé, et tenant beaucoup au joli déjeuner du péristyle, j'allais souvent y coucher, et j'y passais quelquefois 2 ou 3 jours, comme à une maison de campagne. J'étais peut-être alors le particulier de l'Europe, le mieux et le plus agréablement logé. Mon hôte, M. Matas, qui était le meilleur homme du monde, m'avait absolument laissé la direction des réparations de Montlouis et voulut que je disposasse de ses ouvriers sans même qu'il s'en mêlât. Je trouvai donc le moyen de me faire d'une seule chambre au premier un appartement complet, composé d'une chambre, d'une antichambre et d'une garde-robe. Au rez-de-chaussée étaient la cuisine et la chambre de Thérèse. Le donjon me servait de cabinet au moyen d'une bonne cloison vitrée et d'une cheminée qu'on y fit faire. Je m'amusais quand j'y fus à orner la terrasse qu'ombrageaient déjà 2 rangs de jeunes tilleuls. J'y en fis ajouter 2 pour faire un cabinet de verdure. J'y fis poser une table et des bancs de pierre. Je l'entourai de lilas, de seringas, de chèvrefeuilles. J'y fis faire une belle plate-bande de fleurs parallèle aux 2 rangs d'arbres. Et cette terrasse plus élevée que celle du château, dont la vue était du moins aussi belle et sur laquelle j'avais apprivoisé des multitudes d'oiseaux, me servait de salle de compagnie pour recevoir monsieur et madame de Luxembourg, monsieur le duc de Villeroy, monsieur le prince de Tingry, monsieur le marquis d'Armentières, madame la duchesse de Montmorency, madame la duchesse de Boufflers, madame la comtesse de Valentinois, madame la comtesse de Boufflers et d'autres personnes de ce rang qui, du château, ne dédaignaient pas de faire, par une montée très fatigante, le pèlerinage de Montlouis. Je devais à la faveur de monsieur et madame de Luxembourg toutes ces visites, je le sentais, et mon cœur leur en faisait bien l'hommage. C'est dans un de ces transports d'attendrissement que je dis une fois à monsieur de Luxembourg en l'embrassant « Ah, monsieur le maréchal, je haïssais les grands avant de vous connaître, et je les hais davantage encore depuis que vous me faites si bien sentir combien il leur serait aisé de se faire adorer. » Au reste, j'interpelle tous ceux qui m'ont vu durant cette époque s'ils se sont jamais aperçus que cet éclat m'est un instant ébloui, que la vapeur de cet encens m'est portée à la tête, s'ils m'ont vu moins uni dans mon maintien, moins simple dans mes manières, moins liant avec le peuple, moins familier avec mes voisins, moins prompt à rendre service à tout le monde quand je l'ai pu, sans me rebuter jamais des importunités sans nombre et souvent déraisonnables dont j'étais sans cesse accablé. Si mon cœur m'attirait au château de Montmorency par mon sincère attachement pour les maîtres, il me ramenait de même à mon voisinage, goûter les douceurs de cette vie égale et simple, hors de laquelle il n'est point de bonheur pour moi. Thérèse avait fait amitié avec la fille d'un maçon, mon voisin, nommé Pileux. Je la fis de même avec le père, et après avoir le matin dîné au château, non sans gêne mais pour complaire à madame la maréchale, avec quel empressement je revenais le soir souper avec le bonhomme Pileux et sa famille, tantôt chez lui, tantôt chez moi. Outre ces 2 logements, j'en eus bientôt un 3e à l'hôtel de Luxembourg, dont les maîtres me pressèrent si fort d'aller les y voir quelquefois, que j'y consentis, malgré mon aversion pour Paris, où je n'avais été depuis ma retraite à l'Ermitage que les 2 seules fois dont j'ai parlé.
Encore n'y allais-je que les jours convenus uniquement pour souper et m'en retourner le lendemain matin. J'entrais et sortais par le jardin qui donnait sur le boulevard, de sorte que je pouvais dire avec la plus exacte vérité que je n'avais pas mis le pied sur le pavé de Paris. Au sein de cette prospérité passagère se préparait de loin la catastrophe qui devait en marquer la fin. Peu de temps après mon retour à Montlouis, j'y fis, et bien malgré moi, comme à l'ordinaire, une nouvelle connaissance qui fait époque dans mon histoire. On jugera dans la suite si c'est en bien ou en mal. C'est Madame la marquise de Verdelin, ma voisine, dont le mari venait d'acheter une maison de campagne à Soisy, près de Montmorency. Mademoiselle d'Ars, fille du comte d'Ars, homme de condition mais pauvre, avait épousé monsieur de Verdelin, vieux, laid, sourd, dur, brutal, jaloux, balafré, borgne, au demeurant bonhomme quand on savait le prendre, et possesseur de 15 à 20 000 livres de rente, auquel on la maria. Ce mignon, jurant, criant, grondant, tempêtant, et faisant pleurer sa femme toute la journée, finissait par faire tout ce qu'elle voulait, et cela pour la faire enrager, attendu qu'elle savait lui persuader que c'était lui qui le voulait, et que c'était elle qui ne le voulait pas. Monsieur de Margency, dont j'ai parlé, était l'ami de madame et devint celui de monsieur. Il y avait quelques années qu'il leur avait loué son château de Margency près d'Aubonne et d'Andilly, et ils y étaient précisément durant mes amours pour madame Doudetot. Madame Doudetot et madame de Verdelin se connaissaient par madame d'Aubterre, leur commune amie, et comme le jardin de Margency était sur le passage de madame Doudetot pour aller au Mont Olympe, sa promenade favorite, madame de Verdelin lui donna une clé pour passer. À la faveur de cette clé, j'y passais souvent avec elle, mais je n'aimais point les rencontres imprévues, et quand madame de Verdelin se trouvait par hasard sur notre passage, je les laissais ensemble sans lui rien dire, et j'allais toujours devant. Ce procédé peu galant n'avait pas dû me mettre en bon prédicament auprès d'elle. Cependant, quand elle fut à Soisy, elle ne laissa pas de me rechercher. Elle me vint voir plusieurs fois à Montlouis sans me trouver, et voyant que je ne lui rendais pas sa visite, elle s'avisa pour m'y forcer de m'envoyer des pots de fleurs pour ma terrasse. Il fallut bien l'aller remercier. C'en fut assez, nous voilà liés. Cette liaison commença par être orageuse, comme toutes celles que je faisais malgré moi. Il n'y régna même jamais un vrai calme. Le tour d'esprit de madame de Verdelin était par trop antipathique avec le mien. Les traits malins et les épigrammes partent chez elle avec tant de simplicité qu'il faut une attention continuelle et pour moi très fatigante pour sentir quand on est persiflé. Une niaiserie qui me revient suffira pour en juger. Son frère venait d'avoir le commandement d'une frégate en course contre les Anglais. Je parlais de la manière d'armer cette frégate, sans nuire à sa légèreté. « Oui, dit-elle d'un ton tout uni, l'on ne prend de canon que ce qu'il en faut pour se battre. » Je l'ai rarement ouï parler en bien de quelqu'un de ses amis absents, sans glisser quelques mots à leur charge. Ce qu'elle ne voyait pas en mal, elle le voyait en ridicule, et son ami Margency n'était pas excepté. Ce que je trouvais encore en elle d'insupportable était la gêne continuelle de ces petits envois, de ces petits cadeaux, de ces petits billets, auxquels il fallait me battre les flancs pour répondre, et toujours nouveaux embarras pour remercier ou pour refuser. Cependant, à force de la voir, je finis par m'attacher à elle. Elle avait ses chagrins ainsi que moi. Les confidences réciproques nous rendirent intéressants nos tête-à-tête. Rien ne lit tant les cœurs que la douceur de pleurer ensemble. Nous nous cherchions pour nous consoler, et ce besoin m'a souvent fait passer sur beaucoup de choses. J'avais mis tant de dureté dans ma franchise avec elle, qu'après avoir montré quelquefois si peu d'estime pour son caractère, il fallait réellement en avoir beaucoup pour croire qu'elle pût sincèrement me pardonner. Voici un échantillon des lettres que je lui ai quelquefois écrites, et dont il est à noter que jamais dans aucune de ses réponses elle n'a paru piquée en aucune façon. À Montmorency, le 5 novembre 1760. Vous me dites, madame, que vous ne vous êtes pas bien expliquée pour me faire entendre que je m'explique mal. Vous me parlez de votre prétendue bêtise pour me faire sentir la mienne. Vous vous vantez de n'être qu'une bonne femme, comme si vous aviez peur d'être prise au mot, et vous me faites des excuses pour m'apprendre que je vous en dois. Oui, madame, je le sais bien. C'est moi qui suis une bête, un bonhomme, et pis encore s'il est possible. C'est moi qui choisis mal mes termes, au gré d'une belle dame française qui fait autant d'attention aux paroles et qui parle aussi bien que vous. Mais considérez que je les prends dans le sens commun de la langue, sans être au fait ou en souci des honnêtes acceptions qu'on leur donne dans les vertueuses sociétés de Paris,
Si quelquefois mes expressions sont équivoques, je lâche que ma conduite en détermine le sens, etc. Le reste de la lettre est à peu près sur le même ton. Voyez-en la réponse, liasse des numéros 41, et jugez de l'incroyable modération d'un cœur de femme qui peut n'avoir pas plus de ressentiment d'une pareille lettre que cette réponse n'en laisse paraître et qu'elle ne m'en a jamais témoigné. Coindet, entreprenant, hardi jusqu'à l'effronterie, et qui se tenait à l'affût de tous mes amis, ne tarda pas à s'introduire en mon nom chez madame de Verdelin, et y fut bientôt, à mon insu, plus familier que moi-même. C'était un singulier corps que ce Coindet. Il se présentait de ma part chez toutes mes connaissances, s'y établissait, y mangeait sans façon. Transporté de zèle pour mon service, il ne parlait jamais de moi que les larmes aux yeux, mais quand il me venait voir, il gardait le plus profond silence sur toutes ses liaisons et sur tout ce qu'il savait devoir m'intéresser. Au lieu de me dire ce qu'il avait appris, ou dit, ou vu qui m'intéressait, il m'écoutait, m'interrogeait même. Il ne savait jamais rien de Paris que ce que je lui en apprenais. Enfin, quoique tout le monde me parlât de lui, jamais il ne me parlait de personne. Il n'était secret et mystérieux qu'avec son ami. Mais laissons quant à présent Coindet et madame de Verdelin, nous y reviendrons dans la suite. Quelque temps après mon retour à Montlouis, Latour, le peintre, m'y vint voir et m'apporta mon portrait en pastel qu'il avait exposé au salon il y avait quelques années. Il avait voulu me donner ce portrait que je n'avais pas accepté, mais madame d'Épinay, qui m'avait donné le sien et qui voulait avoir celui-là, m'avait engagé à le lui redemander. Il avait pris du temps pour le retoucher. Dans cet intervalle vint ma rupture avec madame d'Épinay. Je lui rendis son portrait, et n'étant plus question de lui donner le mien, je le mis dans ma chambre au petit château. Monsieur de Luxembourg l'y vit et le trouva bien. Je le lui offris, il l'accepta. Je le lui envoyai. Ils comprirent, lui et madame la maréchale, que je serais bien aise d'avoir les leurs. Ils les firent faire en miniature, de très bonnes mains, les firent enchâsser dans une boîte à bonbons, de cristal de roche, montée en or, et m'en firent le cadeau, d'une façon très galante, dont je fus enchanté. Madame de Luxembourg ne voulut jamais consentir que son portrait occupât le dessus de la boîte. Elle m'avait reproché plusieurs fois que j'aimais mieux monsieur de Luxembourg qu'elle, et je ne m'en étais point défendu parce que cela était vrai. Elle me témoigna bien galamment, mais bien clairement par cette façon de placer son portrait, qu'elle n'oubliait pas cette préférence. Je fis à peu près dans ce même temps une sottise qui ne contribua pas à me conserver ses bonnes grâces. Quoique je ne connusse point du tout monsieur de Silhouette, et que je fusse peu porté à l'aimer, j'avais une grande opinion de son administration. Lorsqu'il commença d'appesantir sa main sur les financiers, je vis qu'il n'entamait pas son opération dans un temps favorable. Je n'en fis pas des vœux moins ardents pour son succès, et quand j'appris qu'il était déplacé, je lui écrivis dans mon étourderie la lettre suivante qu'assurément je n'entrepends pas de justifier. À Montmorency, le 2 décembre 1759. Daignez, monsieur, recevoir l'hommage d'un solitaire qui n'est pas connu de vous, mais qui vous estime par vos talents, qui vous respecte par votre administration, et qui vous a fait l'honneur de croire qu'elle ne vous resterait pas longtemps. Ne pouvant sauver l'État qu'aux dépens de la capitale qu'il a perdue, vous avez bravé les cris des gagneurs d'argent. En vous voyant écraser ces misérables, je vous enviais votre place. En vous la voyant quitter sans vous être démenti, je vous admire. Soyez content de vous, monsieur. Elle vous laisse un honneur dont vous jouirez longtemps sans concurrent. Les malédictions des fripons font la gloire de l'homme juste. Madame de Luxembourg, qui savait que j'avais écrit cette lettre, m'en parla au voyage de Pâques. Je la lui montrai. Elle en souhaita une copie, je la lui donnai. Mais j'ignorais, en la lui donnant, qu'elle était un de ces gagneurs d'argent qui s'intéressaient aux sous-fermes et qui avaient fait déplacer Silhouette. On eût dit à toutes mes balourdises que j'allais excitant à plaisir la haine d'une femme aimable et puissante, à laquelle dans le vrai je m'attachais davantage de jour en jour, et dont j'étais bien éloigné de vouloir m'attirer la disgrâce, quoique je fisse, à force de gaucherie, tout ce qu'il fallait pour cela. Je crois qu'il est assez superflu d'avertir que c'est à elle que se rapporte l'histoire de l'opiate de M. Tronchin, dont j'ai parlé dans ma première partie. L'autre dame était madame Mirepoix. Elles ne m'en ont jamais reparlé, ni fait le moindre semblant de s'en souvenir, ni l'une ni l'autre. Mais de présumer que madame de Luxembourg ait pu l'oublier réellement, c'est ce qui me paraît bien difficile, quand même on ne saurait rien des événements subséquents. Pour moi, je m'étourdissais sur l'effet de mes bêtises, par le témoignage que je me rendais de n'en avoir fait aucune à dessein de l'offenser, comme si jamais femme en pouvait pardonner de pareilles, même avec la plus parfaite certitude que la volonté n'y a pas eu la moindre part.
Cependant, quoiqu'elle parût ne rien voir, ne rien sentir, et que je ne trouvasse encore ni diminution dans son empressement, ni changement dans ses manières, la continuation, l'augmentation même d'un pressentiment trop bien fondé, me faisait trembler sans cesse que l'ennui ne succédât bientôt à cet engouement. Pouvais-je attendre d'une si grande dame une constance à l'épreuve de mon peu d'adresse à la soutenir? Je ne savais pas même lui cacher ce pressentiment sourd qui m'inquiétait et ne me rendait que plus maussade. On en jugera par la lettre suivante qui contient une bien singulière prédiction. Nota bene, cette lettre sans date dans mon brouillon est du mois d'octobre 1760 au plus tard. Que vos bontés sont cruelles. Pourquoi troubler la paix d'un solitaire qui renonçait au plaisir de la vie pour n'en plus sentir les ennuis? J'ai passé mes jours à chercher en vain des attachements solides. Je n'en ai pu former dans les conditions auxquelles je pouvais atteindre. Est-ce dans la vôtre que j'en dois chercher? L'ambition ni l'intérêt ne me tentent pas. Je suis peu vain, peu craintif. Je puis résister à tout, hors aux caresses. Pourquoi m'attaquez-vous tous deux par un faible qu'il faut vaincre, puisque, dans la distance qui nous sépare, les épanchements des cœurs sensibles ne doivent pas rapprocher le mien de vous? La reconnaissance suffira-t-elle pour un cœur qui ne connaît pas deux manières de se donner et ne se sent capable que d'amitié? D'amitié, madame la maréchale? Ah, voilà mon malheur. Il est beau à vous, à monsieur le maréchal, d'employer ce terme, mais je suis insensé de vous prendre au mot. Vous vous jouez, moi je m'attache, et la fin du jeu me prépare de nouveaux regrets. Que je hais tous vos titres et que je vous plains de les porter. Vous me semblez si digne de goûter les charmes de la vie privée. Que n'habitez-vous Clarens? J'irai y chercher le bonheur de ma vie. Mais le château de Montmorency, mais l'hôtel de Luxembourg, est-ce là qu'on doit voir Jean-Jacques? Est-ce là qu'un ami de l'égalité doit porter les affections d'un cœur sensible qui, payant ainsi l'estime qu'on lui témoigne, croit rendre autant qu'il reçoit? Vous êtes bonne et sensible aussi, je le sais, je l'ai vu, j'ai regret de n'avoir pu plus tôt le croire, mais dans le rang où vous êtes, dans votre manière de vivre, rien ne peut faire une impression durable, et tant d'objets nouveaux s'effacent si bien naturellement qu'aucun ne demeure. Vous m'oublierez, madame, après m'avoir mis hors d'état de vous imiter. Vous aurez beaucoup fait pour me rendre malheureux et pour être inexcusable. Je lui joignais là, monsieur de Luxembourg, afin de rendre le compliment moins dur pour elle, car au reste, je me sentais si sûr de lui qu'il ne m'était même pas venu dans l'esprit une seule crainte sur la durée de son amitié. Rien de ce qui m'intimidait de la part de madame la maréchale ne s'est un moment étendu jusqu'à lui. Je n'ai jamais eu la moindre défiance sur son caractère, que je savais être faible, mais sûr. Je ne craignais pas non plus de sa part un refroidissement, que je n'en attendais un attachement héroïque. La simplicité, la familiarité de nos manières l'un avec l'autre, marquaient combien nous comptions réciproquement sur nous. Nous avions raison tous deux. J'honorerai, je chérirai tant que je vivrai la mémoire de ce digne seigneur, et quoi qu'on ait pu faire pour le détacher de moi, je suis aussi certain qu'il est mort mon ami que si j'avais reçu son dernier soupir. Au second voyage de Montmorency de l'année 1760, la lecture de la Julie était finie. J'eus recours à celle de l'Émile pour me soutenir auprès de madame de Luxembourg. Mais cela ne réussit pas si bien, soit que la manière fût moins de son goût, soit que tant de lecture l'ennuyât à la fin. Cependant, comme elle me reprochait de me laisser duper par mes libraires, elle voulut que je lui laissasse le soin de faire imprimer cet ouvrage, afin d'en tirer un meilleur parti. J'y consentis, sous l'expresse condition qu'il ne s'imprimerait point en France, et c'est sur quoi nous eûmes une longue dispute, moi prétendant que la permission tacite était impossible à obtenir, imprudente même à demander, et ne voulant point permettre autrement l'impression dans le royaume, elle soutenant que cela ne ferait pas même une difficulté à la censure dans le système que le gouvernement avait adopté. Elle trouva le moyen de faire entrer dans ses vues M. de Malesherbes, qui m'écrivit à ce sujet une longue lettre toute de sa main, pour me prouver que la profession de foi du vicaire savoyard était précisément une pièce faite pour avoir partout l'approbation du genre humain, et celle de la cour dans la circonstance. Je fus surpris de voir ce magistrat toujours si craintif, devenir si coulant dans cette affaire.
Comme l'impression d'un livre qui l'approuvait était par cela seul légitime, je n'avais plus d'objection à faire contre celle de cet ouvrage. Cependant, par un scrupule extraordinaire, j'exigeais toujours que l'ouvrage s'imprimerait en Hollande et même par le libraire Néolme, que je ne me contentais pas d'indiquer, mais que j'en prévins, consentant au reste que l'édition se fît au profit d'un libraire français, et que, quand elle serait faite, on la débitât, soit à Paris, soit où l'on voudrait, attendu que ce débit ne me regardait pas. Voilà exactement ce qui fut convenu entre Madame de Luxembourg et moi, après quoi je lui remis mon manuscrit. Elle avait amené à ce voyage sa petite-fille, Mademoiselle de Boufflers, aujourd'hui Madame la Duchesse de Lauzun. Elle s'appelait Amélie. C'était une charmante personne. Elle avait vraiment une figure, une douceur, une timidité virginale. Rien de plus aimable et de plus intéressant que sa figure, rien de plus tendre et de plus chaste que les sentiments qu'elle inspirait. D'ailleurs, c'était une enfant, elle n'avait pas 11 ans. Madame la maréchale, qui la trouvait trop timide, faisait ses efforts pour l'animer. Elle me permit plusieurs fois de lui donner un baiser, ce que je fis avec ma maussaderie ordinaire. Au lieu des gentillesses qu'un autre eût dites à ma place, je restais là muet, interdit, et je ne sais lequel était le plus honteux, de la pauvre petite ou de moi. Un jour, je la rencontrai seule dans l'escalier du petit château. Elle venait de voir Thérèse avec laquelle sa gouvernante était encore. Faute de savoir quoi lui dire, je lui proposai un baiser que, dans l'innocence de son cœur, elle ne refusa pas, en ayant reçu un le matin même, par l'ordre de sa grand-maman et en sa présence. Le lendemain, lisant l'Émile au chevet de Madame la maréchale, je tombai précisément sur un passage où je censure avec raison ce que j'avais fait la veille. Elle trouva la réflexion très juste et dit là-dessus quelque chose de fort sensé qui me fit rougir. Que je maudis mon incroyable bêtise qui m'a si souvent donné l'air vil et coupable quand je n'étais que sot et embarrassé. Bêtise qu'on prend même pour une fausse excuse dans un homme qu'on sait n'être pas sans esprit. Je puis jurer que dans ce baiser si répréhensible, ainsi que dans les autres, le cœur et les sens de mademoiselle Amélie n'étaient pas plus purs que les miens, et je puis jurer même que si dans ce moment j'avais pu éviter sa rencontre, je l'aurais fait, non qu'elle ne me fît grand plaisir à voir, mais par l'embarras de trouver en passant quelques mots agréables à lui dire. Comment se peut-il qu'un enfant m'aime, intimide un homme que le pouvoir des rois n'a pas effrayé? Quel parti prendre? Comment se conduire, dénué de tout impromptu dans l'esprit? Si je me force à parler aux gens que je rencontre, je dis une balourdise infailliblement. Si je ne dis rien, je suis un misanthrope, un animal farouche, un ours. Une totale imbécilité m'eût été bien plus favorable. Mais les talents dont j'ai manqué dans le monde ont fait les instruments de ma perte, des talents que j'use à part moi. À la fin de ce même voyage, Madame de Luxembourg fit une bonne œuvre à laquelle j'eus quelque part. Diderot, ayant très imprudemment offensé Madame la princesse de Robec, fille de Monsieur de Luxembourg, Palissot, qu'elle protégeait, la vengea par la comédie des philosophes, dans laquelle je fus tourné en ridicule, et Diderot extrêmement maltraité. L'auteur m'y ménagea davantage, moins je pense à cause de l'obligation qu'il m'avait, que de peur de déplaire au père de sa protectrice dont il savait que j'étais aimé. Le libraire Duchesne, qu'alors je ne connaissais point, m'envoya cette pièce quand elle fut imprimée, et je soupçonne que ce fut par l'ordre de Palissot, qui crut peut-être que je verrais avec plaisir déchirer un homme avec lequel j'avais rompu. Il se trompa fort. En rompant avec Diderot, que je croyais moins méchant qu'indiscret et faible, j'ai toujours conservé dans l'âme de l'attachement pour lui, même de l'estime et du respect pour notre ancienne amitié, que je sais avoir été longtemps aussi sincère de sa part que de la mienne. C'est tout autre chose avec Grimm, homme faux par caractère, qui ne m'aima jamais, qui n'est pas même capable d'aimer, et qui, de gaieté de cœur, sans aucun sujet de plainte, et seulement pour contenter sa noire jalousie, s'est fait, sous le masque, mon plus cruel calomniateur. Celui-ci n'étant plus rien pour moi, l'autre sera toujours mon ancien ami. Mes entrailles s'émurent à la vue de cette odieuse pièce. Je n'en pus supporter la lecture, et sans l'achever, je la renvoyai à Duchesne avec la lettre suivante. À Montmorency, le 21 mai 1760. En parcourant, monsieur, la pièce que vous m'avez envoyée, j'ai frémi de m'y voir louée. Je n'accepte point cet horrible présent. Je suis persuadé qu'en me l'envoyant, vous n'avez point voulu me faire une injure, mais vous ignorez ou vous avez oublié que j'ai eu l'honneur d'être l'ami d'un homme respectable, indignement noirci et calomnié dans ce libelle. Duchesne montra cette lettre. Diderot, qu'elle aurait dû toucher, s'en dépita.
Son amour-propre ne put me pardonner la supériorité d'un procédé généreux, et je sus que sa femme se déchaînait partout contre moi, avec une aigreur qui m'affecta peu, sachant qu'elle était connue de tout le monde pour une harengère. Diderot, à son tour, trouva un vengeur dans l'abbé Morellet, qui fit contre Palissot un petit écrit imité du petit prophète et intitulé « La vision ». Il offensa très imprudemment dans cet écrit Madame de Robec, dont les amis le firent mettre à la Bastille, car pour elle, naturellement peu vindicative et pour lors mourante, je suis persuadé qu'elle ne s'en mêla pas. D'Alembert, qui était fort lié avec l'abbé Morellet, m'écrivit pour m'engager à prier Madame de Luxembourg de solliciter sa liberté, lui promettant en reconnaissance des louanges dans l'encyclopédie. Voici ma réponse. Je n'ai pas attendu votre lettre, monsieur, pour témoigner à Madame la maréchale de Luxembourg la peine que me faisait la détention de l'abbé Morellet. Elle sait l'intérêt que j'y prends. Elle saura celui que vous y prenez, et il lui suffirait pour y prendre intérêt elle-même de savoir que c'est un homme de mérite. Au surplus, quoiqu'elle et monsieur le maréchal m'honorent d'une bienveillance qui fait la consolation de ma vie, et que le nom de votre ami soit près d'eux une recommandation pour l'abbé Morellet, j'ignore jusqu'à quel point il leur convient d'employer en cette occasion le crédit attaché à leur rang et à la considération due à leur personne. Je ne suis pas même persuadé que la vengeance en question regarde madame la princesse de Robec, autant que vous paraissez le croire. Et quand cela serait, on ne doit pas s'attendre que le plaisir de la vengeance appartienne aux philosophes exclusivement, et que quand ils voudront être femmes, les femmes seront philosophes. Je vous rendrai compte de ce que m'aura dit madame de Luxembourg quand je lui aurai montré votre lettre. En attendant, je crois la connaître assez pour pouvoir vous assurer d'avance que quand elle aura le plaisir de contribuer à l'élargissement de l'abbé Morellet, elle n'accepterait point le tribut de reconnaissance que vous lui promettez dans l'encyclopédie, quoiqu'elle s'en tînt honorée, parce qu'elle ne fait pas le bien pour la louange, mais pour contenter son bon cœur. Je n'épargnai rien pour exciter le zèle et la commisération de madame de Luxembourg en faveur du pauvre captif, et je réussis. Elle fit un voyage à Versailles exprès pour voir monsieur le comte de Saint-Florentin, et ce voyage abrégea celui de Montmorency, que monsieur le maréchal fut obligé de quitter en même temps pour se rendre à Rouen, où le roi l'envoyait comme gouverneur de Normandie, au sujet de quelques mouvements du Parlement qu'on voulait contenir. Voici la lettre que m'écrivit madame de Luxembourg le surlendemain de son départ. À Versailles, ce mercredi, lias D, numéro 23. Monsieur de Luxembourg est parti hier à 6 heures du matin. Je ne sais pas encore si j'irai. J'attends de ses nouvelles parce qu'il ne sait pas lui-même combien de temps il y sera. J'ai vu monsieur de Saint-Florentin qui est le mieux disposé pour l'abbé Morellet, mais il y trouve des obstacles dont il espère cependant triompher à son premier travail avec le roi qui sera la semaine prochaine. J'ai demandé aussi en grâce qu'on ne l'exila point parce qu'il en était question. On voulait l'envoyer à Nancy. Voilà, monsieur, ce que j'ai pu obtenir. Mais je vous promets que je ne laisserai pas monsieur de Saint-Florentin en repos, que l'affaire ne soit finie comme vous le désirez. Que je vous dise donc à présent le chagrin que j'ai eu de vous quitter si tôt. Mais je me flatte que vous n'en doutez pas. Je vous aime de tout mon cœur et pour toute ma vie. Quelques jours après, je reçus ce billet de d'Alembert qui me donna une véritable joie. Ce 1er août, lias D, numéro 26. Grâce à vos soins, mon cher philosophe, l'abbé est sorti de la Bastille, et sa détention n'aura point d'autre suite. Il part pour la campagne, et vous fait, ainsi que moi, 1000 remerciements et compliments. Vale et me ama. L'abbé m'écrivit aussi quelques jours après une lettre de remerciement, lias D numéro 29, qui ne me parut pas respirer une certaine effusion de cœur, et dans laquelle il semblait atténuer en quelque sorte le service que je lui avais rendu. Et, à quelque temps de là, je trouvais que d'Alembert et lui m'avaient en quelque sorte, je ne dirais pas supplanté, mais succédé auprès de madame de Luxembourg, et que j'avais perdu près d'elle autant qu'ils avaient gagné. Cependant, je suis bien éloigné de soupçonner l'abbé Morellet d'avoir contribué à ma disgrâce. Je l'estime trop pour cela. Quant à monsieur d'Alembert, je n'en dis rien ici, j'en reparlerai dans la suite. J'eus dans le même temps une autre affaire qui occasionna la dernière lettre que j'ai écrite à monsieur de Voltaire, lettre dont il a jeté les hauts cris comme d'une insulte abominable, mais qu'il n'a jamais montrée à personne. Je suppléerai ici à ce qu'il n'a pas voulu faire. L'abbé Trublet, que je connaissais un peu, mais que j'avais très peu vu, m'écrivit le 13 juin 1760, lias D numéro 11, pour m'avertir que monsieur Formet, son ami et correspondant, avait imprimé dans son journal ma lettre à monsieur de Voltaire sur le désastre de Lisbonne.
L'abbé Trublet voulait savoir comment cette impression s'était pu faire, et dans son tour d'esprit fin et jésuitique, me demandait mon avis sur la réimpression de cette lettre, sans vouloir me dire le sien. Comme je hais souverainement les ruseurs de cette espèce, je lui fis les remerciements que je lui devais, mais j'y mis un ton dur qu'il sentit et qui ne l'empêcha pas de me pateliner encore en 2 ou 3 lettres jusqu'à ce qu'il sût tout ce qu'il avait voulu savoir. Je compris bien, quoi qu'en pût dire Trublet, que Formet n'avait point trouvé cette lettre imprimée et que la première impression en venait de lui. Je le connaissais pour un effronté pillard qui, sans façon, se faisait un revenu des ouvrages des autres, quoiqu'il n'y eût pas mis encore l'impudence incroyable d'ôter d'un livre déjà public le nom de l'auteur, d'y mettre le sien et de le vendre à son profit. Mais comment ce manuscrit lui était-il parvenu? C'était là la question qui n'était pas difficile à résoudre, mais dont j'eus la simplicité d'être embarrassé. Quoique Voltaire fût honoré par excès dans cette lettre, comme enfin malgré ses procédés malhonnêtes il eût été fondé à se plaindre si je l'avais fait imprimer sans son aveu, je pris le parti de lui écrire à ce sujet. Voici cette seconde lettre, à laquelle il ne fit aucune réponse, et dont, pour mettre sa brutalité plus à l'aise, il fit semblant d'être irrité jusqu'à la fureur. À Montmorency, le 17 juin 1760. Je ne pensais pas, monsieur, me retrouver jamais en correspondance avec vous. Mais apprenant que la lettre que je vous écrivis en 1756 a été imprimée à Berlin, je dois vous rendre compte de ma conduite à cet égard, et je remplirai ce devoir avec vérité et simplicité. Cette lettre vous ayant été réellement adressée n'était point destinée à l'impression. Je la communiquais sous condition à 3 personnes à qui les droits de l'amitié ne me permettaient pas de rien refuser de semblable, et à qui les mêmes droits permettaient encore moins d'abuser de leur dépôt en violant leurs promesses. Ces 3 personnes sont Madame de Chenonceau, belle-fille de Madame Dupin, Madame la comtesse d'Houdetot et un Allemand nommé Monsieur Grimm. Madame de Chenonceau souhaitait que cette lettre fût imprimée et me demanda mon consentement pour cela. Je lui dis qu'il dépendait du vôtre. Il vous fut demandé, vous le refusâtes, et il n'en fut plus question. Cependant, monsieur l'abbé Trublet, avec qui je n'ai nulle espèce de liaison, vient de m'écrire par une attention pleine d'honnêteté qu'ayant reçu les feuilles d'un journal de monsieur Formet, il y avait lu cette même lettre, avec un avis dans lequel l'éditeur dit, sous la date du 23 octobre 1759, qu'il l'a trouvée il y a quelques semaines chez les libraires de Berlin, et que comme c'est une de ces feuilles volantes qui disparaissent bientôt sans retour, il a cru lui devoir donner place dans son journal. Voilà, messieurs, tout ce que j'en sais. Il est très sûr que jusqu'ici l'on n'avait pas même ouï parler à Paris de cette lettre. Il est très sûr que l'exemplaire, soit manuscrit, soit imprimé, tombé dans les mains de monsieur Formet, n'a pu lui venir que de vous, ce qui n'est pas vraisemblable, ou d'une de ces 3 personnes que je viens de nommer. Enfin, il est très sûr que les 2 dames sont incapables d'une pareille infidélité. Je n'en puis savoir davantage de ma retraite. Vous avez des correspondances au moyen desquelles il vous serait aisé, si la chose en valait la peine, de remonter à la source et de vérifier le fait. Dans la même lettre, monsieur l'abbé Trublet me marque qu'il tient la feuille en réserve et ne la prêtera point sans mon consentement, qu'assurément je ne donnerai pas. Mais cet exemplaire peut n'être pas le seul à Paris. Je souhaite, monsieur, que cette lettre n'y soit pas imprimée, et je ferai de mon mieux pour cela. Mais si je ne pouvais éviter qu'elle le fût, et qu'instruit à temps je pusse avoir la préférence, alors je n'hésiterai pas à la faire imprimer moi-même. Cela me paraît juste et naturel. Quant à votre réponse à la même lettre, elle n'a été communiquée à personne, et vous pouvez compter qu'elle ne sera point imprimée sans votre aveu, qu'assurément je n'aurai point la discrétion de vous demander, sachant bien que ce qu'un homme écrit à un autre, il ne l'écrit pas au public. Mais si vous en vouliez faire une pour être publiée et me l'adresser, je vous promets de la joindre fidèlement à ma lettre et de n'y pas répliquer un seul mot. Je ne vous aime point, monsieur. Vous m'avez fait les mots qui peuvent m'être les plus sensibles, à moi, votre disciple et votre enthousiaste. Vous avez perdu Genève pour le prix de l'asile que vous y avez reçu. Vous avez aliéné de moi mes concitoyens pour le prix des applaudissements que je vous ai prodigués parmi eux. C'est vous qui me rendez le séjour de mon pays insupportable. C'est vous qui me ferez mourir en terre étrangère, privé de toutes les consolations des mourants et jeté pour tout honneur dans une voirie, tandis que tous les honneurs qu'un homme peut attendre vous accompagneront dans mon pays. Je vous hais, enfin, puisque vous l'avez voulu, mais je vous hais en homme encore plus digne de vous aimer si vous l'aviez voulu.
De tous les sentiments dont mon cœur était pénétré pour vous, il n'y reste que l'admiration qu'on ne peut refuser à votre beau génie et l'amour de vos écrits. Si je ne puis honorer en vous que vos talents, ce n'est pas ma faute. Je ne manquerai jamais au respect qu'il aurait dû, ni au procédé que ce respect exige. Adieu, monsieur. Au milieu de toutes ces petites tracasseries littéraires qui me confirmaient de plus en plus dans ma résolution, je reçus le plus grand honneur que les lettres m'aient attiré et auquel j'ai été le plus sensible, dans la visite que monsieur le prince de Conti daigna me faire par 2 fois, l'une au petit château et l'autre à Montluy. Il choisit même toutes les 2 fois le temps que madame de Luxembourg n'était pas à Montmorency, afin de rendre plus manifeste qu'il n'y venait que pour moi. Je n'ai jamais douté que je ne dusse les premières bontés de ce prince à madame de Luxembourg et à madame de Boufflers, mais je ne doute pas non plus que je ne doive à ses propres sentiments et à moi-même celles dont il n'a cessé de m'honorer depuis lors. Comme mon appartement de Montlouis était très petit, et que la situation du donjon était charmante, j'y conduisis le prince qui, pour comble de grâce, voulut que j'eusse l'honneur de faire sa partie aux échecs. Je savais qu'il gagnait le chevalier de Lorenzi, qui était plus fort que moi. Cependant, malgré les signes et les grimaces du chevalier et des assistants, que je ne fis pas semblant de voir, je gagnai les 2 parties que nous jouâmes. En finissant, je lui dis d'un ton respectueux mais grave, « Monseigneur, j'honore trop votre Altesse sérénissime pour ne la pas gagner toujours aux échecs. » Ce grand prince, plein d'esprit et de lumière, et si digne de n'être pas adulé, sentit en effet, du moins je le pense, qu'il n'y avait là que moi qui le traitasse en homme, et j'ai tout lieu de croire qu'il m'en a vraiment su bon gré. Quand il m'en aurait su mauvais gré, je ne me reprocherais pas de n'avoir voulu le tromper en rien, et je n'ai pas assurément à me reprocher non plus d'avoir mal répondu dans mon cœur à ses bontés, mais bien d'y avoir répondu quelquefois de mauvaise grâce, tandis qu'il mettait lui-même une grâce infinie dans la manière de me les marquer. Peu de jours après, il me fit envoyer un panier de gibier que je reçus comme je devais. À quelque temps de là, il m'en fit envoyer un autre, et l'un de ses officiers des chasses écrivit par ses ordres que c'était de la chasse de son Altesse et du gibier tiré de sa propre main. Je le reçus encore, mais j'écrivis à madame de Boufflers que je ne recevrais plus. Cette lettre fut généralement blâmée et méritait de l'être. Refuser des présents en gibier d'un prince de sang, qui de plus, mettant d'honnêteté dans l'envoi, est moins la délicatesse d'un homme fier qui veut conserver son indépendance que la rusticité d'un malappris qui se méconnaît. Je n'ai jamais relu cette lettre dans mon recueil sans en rougir et sans me reprocher de l'avoir écrite. Mais enfin, je n'ai pas entrepris mes confessions pour faire taire mes sottises, et celle-là me révolte trop moi-même pour qu'il me soit permis de la dissimuler. Si je ne fis pas celle de devenir son rival, il s'en fallut peu, car alors madame de Boufflers était encore sa maîtresse, et je n'en savais rien. Elle me venait voir assez souvent avec le chevalier de Lorenzi. Elle était belle et jeune encore, elle affectait l'esprit romain, et moi je lus toujours romanesque. Cela se tenait d'assez près. Je faillis me prendre. Je crois qu'elle le vit. Le chevalier le vit aussi. Du moins, il m'en parla, et de manière à ne pas me décourager. Mais, pour le coup, je fus sage, et il en était temps à 50 ans. Plein de la leçon que je venais de donner au Barbon dans ma lettre à d'Alembert, j'eus honte d'en profiter si mal moi-même. D'ailleurs, apprenant ce que j'avais ignoré, il aurait fallu que la tête m'eût tourné pour porter si haut mes concurrences. Enfin, mal guéri peut-être encore de ma passion pour madame d'Houdetot, je sentis que plus rien ne la pouvait remplacer dans mon cœur, et je fis mes adieux à l'amour pour le reste de ma vie. Au moment où j'écris ceci, je viens d'avoir d'une jeune femme qui avait ses vues des agaceries bien dangereuses et avec des yeux bien inquiétants, mais si elle a fait semblant d'oublier mes 12 lustres, pour moi, je m'en suis souvenu. Après m'être tiré de ce pas, je ne crains plus de chute, et je réponds de moi pour le reste de mes jours. Madame de Boufflers, s'étant aperçue de l'émotion qu'elle m'avait donnée, put s'apercevoir aussi que j'en avais triomphé. Je ne suis ni assez fou ni assez vain pour croire avoir pu lui inspirer du goût à mon âge, mais sur certains propos qu'elle tint à Thérèse, j'ai cru lui avoir inspiré de la curiosité. Si cela est, et qu'elle ne m'ait pas pardonné cette curiosité frustrée, il faut avouer que j'étais bien né pour être victime de mes faiblesses, puisque l'amour vainqueur me fut si funeste, et que l'amour vaincu me le fut encore plus. Ici finit le recueil des lettres qui m'a servi de guide dans ces 2 livres. Je ne vais plus marcher que sur la trace de mes souvenirs,
Mais ils sont tels dans cette cruelle époque, et la forte impression m'en est si bien restée que, perdu dans la mer immense de mes malheurs, je ne puis oublier les détails de mon premier naufrage, quoique ces suites ne m'offrent plus que des souvenirs confus. Ainsi, je puis marcher dans le livre suivant avec encore assez d'assurance. Si je vais plus loin, ce ne sera plus qu'en tâtonnant.